Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, insécurité, le temps des barbares. Les Français se posent comme question, ils en ont assez de constater une augmentation phénoménale de ce qu'on appelle l'insécurité. Déjà, les Français, ils en ont marre d'une chose, c'est de la langue de bois. Voilà, moi j'entends, je me déplace beaucoup en France, puis j'ai des amis, j'ai de la famille, j'entends ce que les gens disent. Les gens n'en peuvent plus de la langue de bois, des euphémismes, ils n'en peuvent plus qu'on entende parler des jeunes, des incivilités, du sentiment d'insécurité, ça ils n'en peuvent plus. Donc les gens, ils veulent qu'on leur parle cash, qu'on leur parle franco, qu'on dise voilà quels sont les problèmes. Je crois que c'est ça le problème numéro 1. Et en deuxième partie, 2022, on enterre l'Europe ou les partisans du Frexit ? Mais je voudrais rappeler ici, puisque vous me donnez cette petite tribune, de rappeler quand même fondamentalement que les Français comprennent que nous donnons beaucoup plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Ça, c'est très très important. Et les Britanniques, qui sont des gens qui comptent leurs sous, qui sont malins, l'ont compris bien avant nous et ils s'en vont. Ça veut dire que depuis le départ des Britanniques, maintenant on va payer 20% du budget de l'Union européenne. Lorsque, par exemple, on a dit c'est formidable, l'Union européenne va s'endetter pour donner de l'argent aux autres, mais il va y avoir des gens qui vont rembourser. Et nous, on va rembourser sans doute 20% de l'endettement de la Commission européenne. Mais la Commission européenne, elle va nous donner quelque chose comme 5%. Donc on se fait arnaquer. Passez-moi cette expression. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est l'inventeur du Frexit. Une marque qu'il n'a pas besoin de déposer car il est désormais le seul à le prôner. Diplômé d'HEC puis de l'ENA, il mène une carrière de haut fonctionnaire à l'inspection des finances et dans des cabinets ministériels. C'est un ancien cadre du Rassemblement pour la France, le RPF, lancé par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. En 2007, il fonde l'UPR, dont il est le président, et candidat à l'élection présidentielle de 2017. Je vous demande d'accueillir François Asselineau. Ce bistrot. Merci alors. Ah là là, vous savez, merci de se rejoindre ce bistrot. Je voudrais que ça soit un bistrot plus vivant, avec plus de public, mais nous sommes contraints, avec un public qui n'est pas de masque, mais nous suivons les injonctions des autorités. Je n'ai malheureusement pas mon point de vue à faire valoir dans cette affaire, et je remercie le public de se plier à cette demande, à cette exigence. Merci François Asselineau. Vous avez été candidat à la présidentielle en 2017. Serez-vous candidat à nouveau en 2022 ? C'est la question qu'on pose d'habitude à la fin. Donc je vais commencer par cela. C'est probable. C'est-à-dire ? Vous savez d'abord que ça ne dépend pas que de moi. Vous savez ce qu'on va voir au cours des semaines, des mois qui vont venir. On va voir des quantités de gens qui vont dire « je suis candidat ». Moi, je me rappelle en 2017, au mois de février 2017, il y avait eu un recensement, il y avait eu quasiment 360 personnes qui avaient dit qu'elles seraient candidates. Voilà. Alors en définitive, il n'y en avait eu que 11, parce que c'est très difficile d'être candidat. Il faut avoir des parrainages, comme vous le savez. Les parrainages sont difficiles. On a de moins en moins de maires qui veulent d'ailleurs donner des parrainages parce que leurs noms sont publiés ensuite et de façon exhaustive au journal officiel. Et puis parce que par ailleurs, vous avez les grands partis politiques qui demandent, c'est un dévoiement complet de la procédure, qui demande aux maires de ne parrainer que le candidat proposé par le parti. Voilà. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Ce qui est certain en tout cas, c'est que... C'est votre détermination personnelle. Parce que vous avez eu un résultat modeste. En 2017, oui, j'ai eu un résultat. Donc votre détermination à vous, est-ce qu'elle est intacte ? Elle est plus qu'intacte, parce que je vois que les événements, hélas, ne cessent de confirmer les analyses que je fais depuis 13 ans. Et même mes adversaires les plus acharnés peuvent reconnaître une chose, c'est que depuis 13 ans et demi, depuis le mars 2017, j'ai toujours dit la même chose et que les événements ne cessent
de confirmer ce que je dis. Contre vents et marées, à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'Église, je dis la même chose. On verra cela. On vous a vu, ça c'était assez nouveau, en compagnie pour des manifestations de Florian Philippot, qui est aussi partisan du Frexit pour les Patriotes, de Nicolas Dupont-Aignan. Lui, il a été aussi candidat en 2017. Il a appelé à une grande primaire de la droite conservatrice et souverainiste, en comprenant Florian Philippot et, dit-il, François Asselineau. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais moi, je suis favorable à la clarté. Que toutes les personnes qui sont pour le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, se rassemblent. Mais que l'on fasse des compromis avec des gens qui ne sont pas d'accord sur le point fondamental, là, je ne suis plus d'accord. Parce que on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est le point fondamental, c'est le verrou qui verrouille la société française dans tous les domaines, y compris, on va le voir en matière d'insécurité, en matière sociale, en matière économique. À chaque fois, on bute sur le fait que nous élisons des gens qui n'ont plus le pouvoir. Alors vous ne pouvez pas, face à ça, tergiverser, si vous voulez. On ne peut pas, face à quelque chose d'aussi important que cela, tergiverser. Or, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens, à droite comme à gauche, qui tergiversent. Vous avez fait allusion à la réunion publique que j'avais fait le 31 janvier, il y avait des gens de droite qui étaient venus, il y avait aussi des gens de gauche, M. Kuzmanovic, M. Casanova, et puis il y avait M. Cheminade, et puis il y avait M. Poisson, et puis il y avait même le représentant du comte de Paris qui était là. Donc j'avais essayé, non pas de faire une alliance, mais de rassembler les gens déjà pour se féliciter du Brexit. Voilà. Je trouvais un peu curieux que certains se félicitent du Brexit au Royaume-Uni et ne propose pas le Frexit en France. On en reparlera. On va reparler aussi de l'Union populaire républicaine, l'UPR, dont vous êtes le président. Ce parti, cette formation politique a traversé une grave crise, une crise d'ailleurs sans précédent. Vous dites que tous les partis, je vous ai écouté, vous dites que tous les partis sont passés par là. Mais j'ai envie de vous rétorquer, mais l'UPR, qui s'est construite souvent, il faut bien le dire, dans l'abnégation, c'était pas fait pour être un parti comme les autres. Ça ne devait pas être comme les autres. Et là, c'est quand même, à mon avis, pour vous, quand même une grande déception. Oui, alors d'abord, c'était pas la première fois. On a déjà eu des cadres qui sont partis au cours des années antérieures. Mais là, c'est vrai que c'est la plus grave crise que l'on ait eue. Oui, ça a été une blessure. Ça s'est fondé d'abord sur des accusations totalement mensongères. De harcèlement, que j'ai totalement démenti. Comme en fait, il n'y avait rien dans le dossier, ça s'est ensuite étendu au fait que je gérais le parti de façon... voilà, que je dilapiderais l'argent des militants, que j'avais tout d'un seul coup tous les défauts qui me sont tombés dessus. Et puis surtout, j'ai découvert qu'un certain nombre de cadres avaient, interprétaient de façon malicieuse les statuts qui comportaient des défauts qui n'étaient pas parfaits pour en fait aboutir à une situation de véritable blocage. Donc c'est ça qui a bloqué le parti. On est parvenu finalement à surmonter ce blocage. J'ai fait un congrès, de toute façon on devait faire un congrès triennal cette année. Je l'ai anticipé, et puis on a participé à des élections, et puis que les gens qui voulaient se présenter contre moi se sont présentés. Mais François Asselineau, des accusations, des intrigues, des accusations d'harcèlement, des trahisons, des putschs. Vous avez eu votre putsch aussi, c'est quand même là aussi une grande déception. Écoutez, il y a quelqu'un, une grande femme politique que je ne citerai pas, qui a dit à l'une de nos cadres restés fidèles, qui a dit, pourtant elle n'est pas du tout de notre côté, quelqu'un qui a été une ancienne ministre, qui a dit, écoutez, de toute façon, tout ça c'est très politique, il faut qu'Asselineau tienne bon et reste, si il s'en va, ça serait la catastrophe pour l'UPR. Ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'on a des ministres ou anciens ministres qui suivent beaucoup notre mouvement. Je voudrais quand même vous rassurer, maintenant l'affaire est quand même largement derrière nous. Là, on vient d'avoir notre Conseil national qui a approuvé les comptes, les commissaires aux comptes qui sont assermentés. Vous savez qu'il y a 2 cabinets de commissaires aux comptes ont pu valider les comptes sans aucune réserve, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs. Et si on utilisait les ratios financiers entre l'UPR, par exemple, et les grands partis politiques, vous seriez surpris de voir à quel point de modicité, avec quelle modicité nous vivons. Nous avons en particulier 0 dette. Un parti politique qui compte plus de 30 000 adhérents, des adhérents statutaires, et à jour de cotisation, on en a plus, on doit en avoir 16 ou 17 000, c'est même 18 000, je crois, c'est quand même pas mal de ne vivre que sur les cotisations des adhérents. Et puis depuis la fin du confinement, les affaires redémarrent. On a une chaîne de télévision
qui pourrait presque faire votre concurrence, UPR TV. C'est UPR TV, on a d'accord. bientôt 150 000 abonnés. Et là, on a les dernières vidéos que j'ai faites, on en est. Là, j'en ai fait une très récemment, en ce moment, par exemple, sur la Biélorussie et le Covid-19. Au moment où je parle, on en est à quasiment déjà 800 000 vues, ce qui est quand même... C'est bien pour Bistro Liberté, que ceux qui ont regardé François Asselineau viennent le voir sur Bistro Liberté. Voilà. Dites-moi quand même, vous voulez pas dire, c'est drôle, c'est impossibilité de parler de votre ressenti. C'est-à-dire, je vous ai demandé si c'était une déception, vous m'avez parlé du parti, je vous demande à vous si c'est une déception. Bien sûr, j'ai une déception. Alors, j'inverse les choses. Est-ce qu'après les turbulences comme celle-là, est-ce que vous vous dites, je change les choses? Et quand même, il y a eu des reproches qui étaient peut-être recevables. Oui. Il y a eu des gens qui ont voté. Il y a 23-24% de gens qui n'ont pas voté pour vous. Il y avait donc un sentiment que les arguments qui étaient présentés contre vous étaient recevables. Il y a des gens qui ont voulu avoir, comment dirais-je, estimé qu'il fallait plus de démocratie à l'intérieur du parti, ce que je ne suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs, parce qu'à force d'avoir et c'est normal qu'il y ait des débats à l'intérieur d'un parti, mais les partis avec 50 voix différentes, c'est la mort de la démocratie, parce que finalement vous votez pour un parti qui est une espèce de syndicat de placement. Vous ne savez plus pourquoi vous votez. Je vois actuellement, par exemple, les Républicains, enfin c'est hallucinant, on voit, c'est la foire d'empoigne à celui qui va être candidat à la présidentielle. Personne ne s'intéresse au programme. C'est quoi d'ailleurs le programme des Républicains, vous le savez, vous ? Moi, je ne sais pas. Parti socialiste, pareil. Et chacun, ils sont là sur l'air des lampions, comme à l'opéra, ayons des idées novatrices. En fait, c'est des structures qui sont mortes. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'un parti politique, c'est comme une armée, en fait. Il faut qu'il y ait une armée qui soit pour promouvoir un projet, une analyse du monde, une analyse de la société française, et qu'on propose ce projet aux Français. Et les Français, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais ils savent ce qu'ils acceptent. Ils savent pourquoi ils votent. Alors que malheureusement, on est dans une situation où les Français votent. Regardez le programme de Macron. C'était quoi son programme ? Maintenant, les Français sont déçus. Mais ils ont voté pourquoi ? Et ça, nous serons particulièrement vigilants pour la prochaine présidentielle. Maintenant, pour répondre à votre idée, oui, j'ai été très, très blessé parce que c'était des gens qui étaient des proches et ça fait partie de la nature humaine, si vous voulez. Il y a eu des comme ça, des personnes qui sont parties. Je vous rassure, on avait à peu près quelque chose comme le nombre d'adhérents statutaires est aux alentours de 30 000 à 32 000. Le nombre d'adhérents à jour de cotisation aux alentours de 18 000. On a eu 280 démissions. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée, c'est 1% des adhérents. Je poursuis sur l'actualité maintenant. L'actualité qui intéresse tout le monde, si j'ose dire, voilà, c'est celle qui plus est portée par la crise sanitaire et ses conséquences. Qu'auriez-vous fait face à l'épidémie du Covid-19 si vous aviez été à l'Élysée aux commandes de la nation ? Vous avez d'ailleurs commencé à répondre à cela. Alors, moi, ce que j'aurais fait d'abord, c'est que je me serais entouré d'un aréopage de médecins, ce qu'a fait le président de la République, mais j'aurais déjà vérifié que ce soit des personnes qui n'aient aucun conflit d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. Et quand je dis ça, je peux le dire, parce que je vous renvoie à mon programme présidentiel de 2017, la proposition 92. J'avais d'ailleurs été asticoté sur France Info, je crois que ça devait être aux alentours du 11 ou 12 avril 2017. J'avais été asticoté par Guy Birenbaum, qui était journaliste à France Info avec une émission avec Apathy, et il avait pointé, vous avez mis votre programme dans votre idée 92, c'est que vous voulez lutter contre les grandes peurs et les grandes pandémies orchestrées par des grands laboratoires pharmaceutiques. Et alors il m'avait considéré comme si j'étais évidemment complotiste, des délirants, et je lui avais dit oui, effectivement, parce que je prenais appui sur ce qui s'était produit déjà avec l'affaire, vous savez, de la grippe porcine, la grippe aviaire, on avait dépensé des sommes folles, et tout ça, on avait su ensuite que c'était des peurs, des paniques qui avaient été orchestrées par des grands laboratoires pharmaceutiques, notamment par un grand groupe américain qui s'appelle WPP, avec Burson Marsteller, qui est une espèce de compagnie, société américaine, qui organise, qui fait des relations publiques, mais on met tout dans les relations publiques. Donc, pour revenir à votre question, voilà, ce que j'aurais fait, c'était un aréopage de personnes qui auraient conseillé, en vérifiant bien qu'ils ne militaient pas spécialement pour une cause plutôt qu'une autre. Ils crèvent les yeux.
comme disent les Anglais, ils parlent de elephant in the room. C'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, ils crèvent les yeux, que nous avons des gens qui sont en fait, qui promeuvent une solution plutôt qu'une autre, le remdesivir du laboratoire Gilead notamment, et qu'on a l'impression que tous les arguments qui peuvent être opposés à ça sont considérés comme nuls et non avenus. Il y a aussi autre chose, c'est que les premières informations sur cette pandémie ont été connus dès le mois d'octobre ou novembre 2019 et on n'a rien fait. On aurait pu quand même commander des masques en priorité, parce que les masques, là, on nous impose des masques. Moi, je suis un peu comme tous les Français. J'ai des doutes, d'autant plus que moi, j'écoute beaucoup de choses. Donc, on a des avis très tranchés, y compris dans ma famille. Parce que ma fille, qui est médecin, qui est en 8e année de médecine, qui passe sa thèse bientôt, qui est en gynécologie et obstétrique, son compagnon, qui est également médecin, eux, quand je leur parle, ils sont très mainstream, comme on dit. Mais ils sont très... Voilà. Et puis, quand je vois d'autres amis ou d'autres médecins qui, eux, sont du côté plutôt Raoult. Donc moi là-dedans, c'est vrai que je ne sais pas très bien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est important ce que vous dites. Vous avez dit 2 fois, je vous ai entendu le dire sur le Covid-19. Je ne sais rien. Et je me suis dit, pour quelqu'un qui est toujours, c'est ce qu'il veut. Je veux dire, article 50. Oui. Sinon, article 50, il sait ce qu'il veut. Et là, d'un seul coup, sur le Covid, je ne sais rien. C'est troublant quand même. Qui est prêt à se faire couper une main? Vous êtes prêt à vous faire couper la main, vous, pour dire voilà ce que c'est que le Covid? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'esprit ouvert. Je regarde ce qui se passe. Il y a des choses qui me paraissent peu crédibles et je saurais appliquer ce qui est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'était d'avoir des masques, par exemple, et de les commander au plus vite, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'on impose des masques maintenant où l'épidémie, pour l'instant en tout cas, n'existe plus, même si, paraît-il, elle va recommencer. Et puis, au moment où il y avait l'épidémie, c'est là qu'on n'avait pas de masque. Et reconnaissez avec moi que le gouvernement a quand même été en dessous de tout. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous avez eu Madame Buzyn, vous avez eu Madame la porte-parole, Sibeth Ndiaye, qui expliquait aux Français que porter des masques, c'était néfaste. Et maintenant, on impose, si vous retirez un masque pour manger un pain au chocolat, on vous impose une amende de 135 €. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et qui donne l'impression aux Français que c'est pas clair, qu'il y a des choses bizarres qui sont derrière. Et je l'ai montré d'ailleurs. Je refais de la publicité pour cette vidéo que j'ai sortie récemment. L'affaire de la Biélorussie et du Covid est absolument incroyable. Le FMI, le Fonds monétaire international, a proposé au gouvernement du président Loukachenko en Biélorussie, alors tout ça n'a rien à voir avec les problèmes politiques par ailleurs, mais il avait proposé depuis plusieurs semaines un prêt de 940 millions de dollars à la Biélorussie, à condition que la Biélorussie change sa politique vis-à-vis du Covid et mette toute la population confinement et de masque. C'est incroyable. Comment peut-on mélanger? Comment le FMI peut-il donner des décisions, imposer des décisions en ce sens? Et le plus incroyable, c'est quand vous allez sur la réalité des choses. Quand vous voyez le nombre de morts par habitant dans la plupart des pays occidentaux, le pompon, si j'ose dire, malheureusement, c'est la Belgique où il y a quelque chose comme 850 morts par million d'habitants de la Covid-19 en Belgique, mais vous avez l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Brésil, la France, tout ça, c'est pas brillant. En France, on était à 450 morts par million d'habitants sur la Covid-19 fin août. J'ai regardé la Biélorussie, ils en sont à 63. Et on va leur donner des leçons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va continuer à en discuter. On est ensemble avec François Asselineau, le président de l'UPR. On se retrouve dans quelques instants. Vous allez découvrir la publicité du parfum de notre partenaire aujourd'hui sur Bistro Liberté. À tout de suite. Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Insécurité, le temps des barbares? Pendant que se déroule la bataille sémantique entre ensauvagement et simple sentiment d'insécurité, ou entre crime et incivilité, la France vit d'une explosion de violence quotidienne sur son territoire. Alors, est-ce le temps des barbares? Pour ce débat avec François Asselineau, nos invités, nos sociétaires
Les téléspectateurs de TV Liberté les connaissent. Marie Pinsard. Marie, bonsoir. Bonsoir Pierre Gentillet. Bonsoir Philippe Randa. Bonsoir Philippe Ménard. Merci. Il y a une place qui est libre, mais qui va être remplie dans quelques instants avec quelqu'un qui viendra apporter son expertise, peut-être une contre-expertise, débat, dialogue, polémique. On verra. La première chose que je vous pose comme question, avant de donner la parole à nos sociétaires qui, eux, donneront aussi leur point de vue, c'est est-ce que c'est tout simplement devenu le temps des barbares? Réponse à la question. Bon, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, ça fait partie, c'est pas ça que les Français se posent comme question. Les Français se posent comme question, ils en ont assez de constater une augmentation phénoménale de ce qu'on appelle l'insécurité. Déjà, les Français, ils en ont marre d'une chose, c'est de la langue de bois. Voilà, moi j'entends, je me déplace beaucoup en France, puis j'ai des amis, j'ai de la famille, j'entends ce que les gens disent. Les gens n'en peuvent plus de la langue de bois, des euphémismes, ils n'en peuvent plus qu'on entende parler des jeunes, des incivilités, du sentiment d'insécurité, ça ils n'en peuvent plus. Donc les gens, ils veulent qu'on leur parle cash, qu'on leur parle franco, qu'on dise voilà quels sont les problèmes. Je crois que c'est ça le problème numéro un. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Macron, sauf qu'il s'est embarqué dans un truc de Kama Sutra, de je sais pas quoi. Oui. Il ne sait pas ce que c'est, sans doute le Kama Sutra, hein, je sais pas. Non, il voulait dire sans doute que Marie Tournelle, oui, il n'a pas eu le temps, je sais pas. Enfin bon, bref. Encore voilà. Que Kama Sutra en même temps. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, l'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile car c'est de l'ordre du fantasme. Ça, c'est le ministre de la Justice qui parle. Oui, c'est le ministre de la Justice. C'est Dupond-Moretti. Oui. Avocat, c'est dire. Ah, il ne tapait pas trop sur les avocats. Et il y a un problème en France. C'était pour Pierre Gentillet, c'était vraiment un private joke, comme on dit. Non, il faut, je pense, dire les choses telles qu'elles sont. Si vous regardez les statistiques de la criminalité en France, ça a beaucoup augmenté à partir des années 60-70 avec la société de consommation. Depuis les années 90-2000, c'est relativement stagnant. Par habitant, mais la population française augmente, donc ils augmentent aussi. Et puis surtout, en fonction des catégories de crimes et de délits, c'est pas la même chose. Par exemple, les vols de voitures ont beaucoup diminué. Parce qu'il y a maintenant des procédés de traçage de voitures qui sont... En revanche, il y a... poursuivi par Anne Hidalgo, n'est-ce pas les vols. En revanche, ce qui s'est développé, c'est les violences, les attaques aux personnes, les violences gratuites. C'est un peu voilà, dans la rue, les gens ont le sentiment d'être voilà, de ne pas être... Et ce n'est pas qu'un sentiment. Quand vous regardez... Moi, il y a des chiffres qui m'ont absolument sidéré. Les forces de l'ordre, par exemple. Les policiers ou les gendarmes, en 2019, vous en avez eu 11 300 qui ont été blessés. Ça fait un toutes les 45 minutes, 24 heures sur 24. Et vous ajoutez à ça 24 000 refus d'obtempérer. Ça veut dire un toutes les 20 minutes, sans compter les personnes décédées. Les maires de France, des villages de France. Cette année, l'an dernier, il y a eu 388 maires qui ont été molestés. En 2018, il y en a un qui a même été tué. Cette année, on est sur la tendance de 400 maires. Ça fait plus d'un par jour, un maire d'un village qui se fait attaquer. Donc il y a un véritable problème d'une délinquance multiforme qui est sur le terrain. On va donner la parole à nos sociétaires. Marie Pinsard, qui est un peu notre poil à gratter dans ce Bistro Liberté. Est-ce que vous considérez que vous allez enfin vous adresser à l'intelligence des Français, pas à leur bas instinct, et vous allez dire que la France, c'est pas un coupe-gorge? Ou au contraire, vous allez dire que c'est le temps des barbares? Oui, alors entre le fait que la France ne soit pas un coupe-gorge et le fait que ce soit un monde où la barbarie est présente, il y a peut-être un entre-deux qu'on oublie trop souvent de présenter. Mais je pense que si on doit parler de barbarie, je pense que l'époque, en tout cas, est violente et pousse à la barbarie, à une forme de barbarie, en tout cas. Je lisais Le Monde il n'y a pas longtemps, parce que ça m'arrive... C'était moi. Voilà, c'était moi. Oui, je me suis fait connaître. Bon, je ne me suis pas abonnée, je n'ai pas été jusque-là. Non, mais vous aimez ce que c'est fureux. Mais voilà, j'aime le danger, j'aime me faire des sensations fortes. Donc, j'ai lu Le Monde. 3 € quand même. Et je ne vous ai pas dit que j'avais payé. Je dis que j'avais lu, c'est pas pareil. D'accord. Et donc, il y a un terme qui a attiré mon attention, c'est que je vois que Le Monde annonce, alors fièrement, qu'il y a une stabilité de la délinquance. Alors moi, je trouve ça merveilleux, ce mot de stabilité de la délinquance. Ça veut dire que la délinquance est maintenant quelque chose d'institué, si on parle de stabilité. On ne dit pas que la délinquance est en hausse ou elle est en baisse, on dit qu'elle est stable, donc tout va bien.
Donc effectivement, ça laisse le champ libre à peut-être un sentiment d'insécurité, puisque tout va bien, la délinquance est stable. On se pose plus la question de savoir pourquoi elle existe, comment elle existe, elle est stable. Et derrière cette délinquance... C'était la une de ce quotidien controversé. Oui. Donc moi, ça me choque, la stabilité de la délinquance. On peut parler de la stabilité de la monnaie, on peut parler de stabilité de beaucoup de choses, mais en parlant de délinquance, le tenir pour un fait établi, pour quelque chose de normal, c'est déjà rentrer dans une forme de barbarie. L'époque est violente, et l'époque est violente à plusieurs égards, parce que l'époque perd, quand on dit l'époque, c'est vrai qu'on dit un peu tout n'importe quoi, mais elle a commencé à monter, cette violence, à partir des années 70, 80, pas qu'avec la société de consommation, avec l'idée aussi qu'on se replie de plus en plus sur l'individu et sur la communauté, et non plus sur l'idée nationale. Voilà. Philippe Ménard, vous avez entendu Marie Pinsat, vous avez entendu François Asselineau. Je montre bien évidemment le dernier numéro sur la sécurité. Ah non, c'est sur Jeanne d'Arc, mystique royaliste. Dans votre magazine, Politique Magazine. Il y avait une certaine violence à l'époque aussi. Il y avait une certaine violence à l'époque, c'est vrai, il a fait face toute seule. Est-ce que vous dites aussi, comme le chef de la justice Dupond-Moretti, que, il n'y a pas ce sentiment on n'est que devant un sentiment d'insécurité et que c'est un fantasme de dire qu'il y a une montée de l'insécurité en France? Non, Dupond-Moretti ment, sciemment, évidemment. Mais les chiffres sont là pourtant. Alors, c'est amusant que vous parliez de chiffres. J'ai un excellent article de Politique Magazine sous les yeux. C'est moi qui en ai fait la pub, vous avez pu la faire. Voilà. En 2018, les parquets ont traité 177 761 affaires concernant les mineurs. En 2006, le chiffre était de 174 533. Donc Dupond-Moretti pourrait avoir raison. Mais entre 1996 et 2006, les mises en cause de mineurs pour diverses infractions ont augmenté de 40%, vol à main armée 33%, viol 56%, coups et blessures volontaires 168%. Autrement dit, Moretti a fait exprès de choisir la période où ça se stabilise plutôt qu'une période plus longue où au contraire ça explose. Alors, cela dit, donc, quand Moretti parle de sentiment d'insécurité, il a raison, il y a un sentiment d'insécurité. Ce qui est idiot, c'est de devoir lutter contre un sentiment. Le fait que les gens se sentent plus en sécurité, on ne voit pas pourquoi il faudrait lutter contre ça. Il faudrait lutter effectivement sur les causes de ce sentiment de sécurité, qui n'est pas du tout dans le fait que Darmanin parle d'ensauvagement ou que Macron parle d'incivilité, c'est en fait la manière dont les gens peuvent éprouver, bien sûr, à travers les affaires dont on entend parler, qu'il s'agisse de quelqu'un qui se fait traîner sur 800 mètres ou d'un cheval qui se fait taillader, parce que sur les chevaux, tout le monde s'émeut. Là, visiblement, ou sur le fait que la flicaille se fasse bastonner après avoir éborgné la moitié des Français, évidemment, là, on est tous en train de pleurer. Mais il y a aussi quelque chose qui, à mon sens, nourrit beaucoup plus fortement le sentiment d'insécurité, c'est le fait qu'on nous dise machin a été arrêté avec une Kalachnikov, il est ressorti libre du tribunal. Trucmuche avait 1 kilo de cocaïne sur lui, il est ressorti libre du tribunal. Duglan a brisé à coups de masse la porte de son voisin pour aller sauver un chat qui miaulait. On lui a collé une amende de 600 € avec sursis. Et donc, en fait, et c'est ça surtout. Vous faites comme le Parisien, vous changez les noms. Par exemple, Duglan. Mais oui, voilà. Mais en l'occurrence, Duglan était une femme, elle avait une 60aine d'années, elle, dans le Parisien, elle disait qu'elle avait parfaitement eu raison et qu'elle recommencerait à fracasser la porte de sa voisine, parce qu'on ne peut pas laisser les chats de cette manière-là. On peut laisser mourir les vieux en EHPAD, mais on n'a pas le droit de laisser les chats pendant une demi-journée dans un appartement. Et en fait, ce qui est le vrai sentiment d'insécurité, il vient du fait qu'il y a un sentiment d'impunité. En fait, les gens violent, tuent, tabassent, crachent, insultent, votent Macron et il ne se passe rien. Voilà. D'accord. Les Pranda, victimes de la barbarie ordinaire, c'était une de Valeurs Actuelles que je salue d'ailleurs, Geoffroy Lejeune. Bon courage, mon courage. Courageux, ce journal conservateur. Alors, vous êtes aussi sur cette longueur d'onde ou pas? Alors, vous ne faites pas dans la surenchère sécuritaire. Le problème de la barbarie, de l'ensauvagement, qui est le terme à la mode aujourd'hui, écoutez, ça fait quand même des décennies qu'on assiste à autant de délinquance, peut-être un peu plus en ce moment, peut-être. Mais enfin, rappelez-vous quand même que c'est Jean-Pierre Chevènement, le ministre, qui a parlé un jour des sauvageons. Ça aussi, on en avait parlé, mais c'était il y a plus de 20 ans.
Je me rappelle encore faire une chronique dans le défunt hebdomadaire que vous avez bien connu, mais que les moins de 20 ans n'ont pas connu, c'est National Hebdo. Il y avait une chronique 12 France. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais on m'a demandé de la reprendre 12 France. On prenait tous les faits divers dans la presse régionale, parce qu'à l'époque, on avait remarqué déjà, c'était il y a 25 ans, que les grands médias nationaux parlaient rarement des faits divers de violence, de délinquance, mais la presse régionale s'en était farcie. Et à l'époque, on pouvait encore trouver les noms des délinquants dans cette presse de région. Donc la chronique, on reprenait tous ces faits avec les vrais noms, les vrais patronymes, ce qui évidemment n'est plus possible aujourd'hui, ni dans la presse de province, ni dans la presse nationale. Maintenant, les termes d'ensauvagement aujourd'hui, plus que ça, mais mon voisin vient de le dire excellemment, c'est le sentiment d'impunité qui a lieu, où les gens se disent, maintenant, les criminels, les délinquants, finalement, ne sont pas poursuivis, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, suivant leurs origines et tout, on n'ose pas, où les peines sont tout à fait, ne les dissuadent pas de recommencer. C'est ça, surtout. C'est pas tellement l'augmentation. Là, je serais assez d'accord avec Dupond-Moretti. Suivant les périodes où on est, la délinquance, ça va et ça vient. Mais le sentiment d'impunité, le sentiment d'injustice que les gens ont vis-à-vis de la délinquance, ça oui, là ça explose, et ça explose aussi grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tout se trouve sur les réseaux sociaux. Je suis certains comptes Twitter où, effectivement, dès qu'il y a une incivilité, une agression, une violence, que ce soit des insultes ou de la barbarie même, sur des animaux comme sur des humains, tout ça, c'est filmé. Il y a toujours quelqu'un maintenant qui a son téléphone pour filmer. Pierre Gentillet. C'est ça qui a changé. On parle d'ensauvagement. Est-ce que finalement, il n'y a pas de sauvages en France, mais des citoyens, dit Sacha Houlier, qui est membre du Parti Socialiste, il y a des outrances surtout qui deviennent des outrages, puisque je cite les socialistes maintenant. Donc il n'y a pas d'ensauvagement. Il y a juste des citoyens. Citoyen, c'est une notion juridique. Je veux dire, on est citoyen, on est membre de la cité, d'accord. Là, il y a une question plus profonde qui se pose. Je pense que effectivement, le mot d'ensauvagement, bon, je suis pas très convaincu en fait par ce mot, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ce qui est sûr, et ça a été bien dit ici, c'est que cet ensauvagement, il n'est pas né cet été. C'est quelque chose qui remonte à 40-50 ans. Moi, je ne pense pas que ce soit la société de consommation et l'individualisme poussé à l'extrême qui génère une violence excessive depuis 40-50 ans. Je pense qu'il y a plusieurs causes. Il y en a une qu'on a développée ici, c'est l'ultra-politisation des magistrats et leur laxisme permanent. J'ai vu des dossiers en droit pénal de gens qui ont 30-32 ans. Rendez-vous compte, ils ont déjà 20 condamnations à leur actif et pas des petites condamnations. Comment est-ce qu'un juge, à la 21e condamnation pour violence sur une personne ou viol, peut condamner cette personne à dur sursis? C'est pas possible d'avoir ça en France. Donc, il y a plein de causes, mais il y a aussi un autre sujet, à mon avis, on tourne toujours autour du pot depuis des années et des années, c'est qu'il y a des tabous sur les causes de cette insécurité. Alors, cette insécurité, elle n'est pas monocausale, bien sûr, mais il y y a plusieurs causes. Mais il y en a certaines, allons-y, puisque Valeurs Actuelles, absolument, et Valeurs Actuelles en a parlé, c'est qu'on ne veut pas poser la question de l'immigration. L'immigration n'est pas la raison de l'insécurité, mais on ne peut pas ne pas poser ce sujet. Je veux dire, il y a quand même des chiffres qui doivent interpeller. Qui parle, hormis effectivement parfois de temps en temps dans la presse ou quand on va regarder les données qui sont produites par le ministère de l'Intérieur, 25% des prisonniers en France sont de nationalité étrangère. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on a le droit de poser ces questions ? 52% des viols commis à Paris en 2014, je ne pense pas que ça ait subitement baissé, l'ont été par des gens de nationalité étrangère. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on a le droit ? Je ne donne pas une réponse, je dis simplement, est-ce qu'on a le droit de poser ces questions ? Et est-ce qu'on a le droit, et je termine, est-ce qu'on a le droit de systématiquement pas avoir les mêmes contre-arguments en face, les mêmes insultes, et dans les arguments bateaux que j'entends, c'est généralement on dit c'est pas une histoire d'immigration, c'est une question de violence sociale, c'est une question de pauvreté. Mais pardon, si la pauvreté était la cause majeure qui génère la délinquance, la violence, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une explosion de la délinquance et de la violence dans les 3 départements les plus pauvres de France, que sont la Creuse, le Cantal et la Lozère ? Comment ça se fait ?
Donc si on peut juste poser sereinement, calmement ces débats, je pense qu'on avancerait au lieu de nous redonner, et ça que j'aime pas, chaque année, le teasing médiatique sur l'insécurité augmente. Ayons les débats, c'est tout. J'ai pas toutes les réponses, mais je dis juste ayons les débats, quoi. Eh bien, écoutez, on va poursuivre le débat parce qu'on va demander à un expert de venir. Il vous a écouté François Asselineau en priorité. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Je demande à Patrick Ivars de nous rejoindre tout de suite. Patrick Ivars, bonjour. Bonjour. Philippe Laflicaille, c'est lui. Philippe, ça va commencer. Vous êtes, et vous avez été jusqu'à il y a un an de cela, commissaire divisionnaire, responsable du 3e district de police de Paris, c'est-à-dire pour les Parisiens, la rive gauche de Paris. Et vous avez écouté ce débat, vous avez fait valoir, c'est vrai, vos droits à la retraite il y a quelques mois, une douzaine de mois, un an pile, mais vous êtes toujours commissaire divisionnaire dans la tête, vous avez encore bien évidemment l'ensemble des chiffres, des données, des informations. Vous avez écouté notre invité en priorité, les débats. Que dit Laflicaille ? Alors, bonsoir, monsieur Asselineau. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt tout ce que vous avez pu nous dire, en particulier sur le volet insécurité, délinquance. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai pu lire dans votre programme électoral de 2017. Pourquoi ? Parce que j'ai lu le programme, je sais à peu près tout sur le Frexit maintenant. L'article 50, les 2 ans, tout ça, je connais tout. Mais le problème, c'est que j'ai lu l'ensemble de votre programme, j'ai lu toutes les têtes de chapitre. Alors, il y a un petit peu de tout, tous les sujets sont abordés, la santé, l'éducation, la justice, la défense, les retraites, il y a de tout. Et puis l'ancien policier que je suis a été quelque peu surpris de ne pas trouver de tête de chapitre intitulée « Sécurité ». C'est-à-dire que on traite de tous les sujets, sauf celui de la sécurité. Alors, ça m'a obligé, remarquez, c'est une bonne chose peut-être, ça m'a obligé à lire l'ensemble des propositions de votre programme de 2017. Et là, j'ai trouvé, si je ne me trompe pas, dans le chapitre défense, peut-être la proposition de mémoire, la 187. 187, je note les chiffres. 187, notez-le, Martial, on vérifiera. Et dans la proposition 187, vous pensez prévenir la violence en utilisant la non-violence et en promouvant la lutte contre le chômage et l'éducation. Alors, c'est beau comme du Nelson Mandela, j'ai envie de dire, vous l'avez cité à plusieurs reprises. C'est vrai, sauf que dans la réalité, ça ne marche pas. Oui, alors vous avez une vision biaisée de la réalité. D'ailleurs, vous êtes membre du Rassemblement national, je crois. Moi, je vois des gens sur le terrain qui me disent... Depuis qu'il est à la retraite. Oui, je vais voter Madame Le Pen, parce qu'on va voir ce qu'on va voir avec l'immigration. J'ai vu dans le programme de Madame Le Pen qu'elle veut augmenter l'immigration de 10 000 personnes par an. Donc, moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. J'avais proposé que une augmentation très importante du budget de la police et de la gendarmerie, puisque je proposais que ça passe aux alentours de 13 milliards d'euros à 20 milliards d'euros par an. Donc ne me faites pas passer pour quelqu'un d'un petit peu coupé des réalités. Je vais vous dire, ce qu'il faut... Vous avez en gros les 3 solutions qui sont proposées aux Français en ce moment. Vous avez les gouvernements qui se succèdent, Parti socialiste, En Marche, les Républicains. On peut résumer leur truc par tergiversation et incantation. Voilà. Macron ne fait que ça. Vous avez l'extrême droite, c'est généralisation. Vous dites l'extrême droite, oui, c'est marrant, enfin ça. bon. Je pensais que c'était d'extrême droite tout ce qui déplaisait à la gauche. Non, attendez. Généralisation et... Vous dites ce que vous voulez. Oui, généralisation et vocifération. Vous avez l'extrême gauche, ça va être, comment dirais-je, inversion des accusations, voilà, et dénégation. Nous, ce qu'on veut, c'est détermination et solution. Moi, j'en ai assez que l'on me parle. J'ai regardé beaucoup, parce qu'à l'UPR, nous avons des avocats, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, nous avons des militaires. J'ai regardé ces sujets. Avoir un commissaire divisionnaire. Oui, qui viendra peut-être. Non. La première chose, c'est d'abord et avant tout des moyens financiers pour régler les questions. On parle beaucoup de la justice. Est-ce que vous savez que la justice, en France, le budget du ministère de la Justice, c'est quasiment l'un des plus faibles des pays européens. Oui, mais on n'a pas assez de prisons. On a en France la durée moyenne
de la prise de décision, c'est 304 jours, c'est 19 jours au Danemark. Parce que vous avez des moyens financiers, les moyens financiers consacrés à la justice en France par habitant, c'est 72 €, alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont des pays comparables, c'est le double. Donc d'abord et avant tout, il y a un problème de budget du ministère de la Justice. Il y a un problème de budget du ministère de l'Intérieur. On est à côté du sujet, parce que le problème, c'est l'intérieur. Non, ministère de l'Intérieur, il y a un problème quant à la loi. Il y a des lois qui doivent être modifiées. Et bien ça, il faut dresser la loi. On a vu par exemple cette affaire invraisemblable de Théoul, là où il y a un couple de retraités qui revient, sa maison est squattée, on découvre qu'il n'a pas la possibilité juridique de faire. On va essayer d'écouter Patrick Hivard. Non, mais ça veut dire, par exemple, sur cet esprit-là, il faut changer la loi. Il faut qu'il n'y ait pas un délai de 48 heures, il faut qu'il y ait un délai d'au moins 6 mois pour qu'on fasse respecter la loi. Le problème, c'est que la loi n'est pas respectée en France. Je comprends bien, mais en fait, vous avez le discours que tiennent tous les autres qui nous dirigent depuis 40 ans et qui nous amènent dans le mur. À savoir que le problème de la police, c'est un problème d'argent. Pas tellement un problème d'argent. Vous savez, quand on voit le malaise qu'il y a dans la police, et j'y étais il y a encore peu de temps, et malheureusement... Il y a encore des policiers qui se sont suicidés il y a très très peu de temps. On a quand même un sursuicide dans la police. Il y a un sacré malaise. Donc c'est pas qu'une question d'argent. Je pense que c'est une question de définition de l'objectif à atteindre. On l'a un petit peu évoqué parce que c'est vrai qu'on ne dit pas les choses. Lutter contre la délinquance. Mettre en prison les délinquants. Oui, c'est ce que il faut construire des prisons. Alors oui, mais il faut construire des prisons. Vous parlez de la justice, mais vous ne parlez pas de la police. Quand on regarde le programme de 2017, c'est ce que je dis. Ne parlez pas du programme de 2017. Parlez-moi de ça. D'abord, je vous ai dit que dans notre programme de 2017... C'est ce qui sort sur Internet, monsieur Asselineau, quand on cherche programme UPR. Allez voir le programme pour les législatives. Allez voir ce que nous disions sur le programme pour les législatives. Écoutez, moi j'ai regardé sur un moteur de recherche, programme UPR Asselineau, j'ai eu votre programme présidentiel. Quand je cherche ce qu'il y a en matière de sécurité, il y a cette proposition 187, lutter contre la violence et l'insécurité par la promotion de la non-violence. Non, Si, monsieur Asselineau, mais si. Lutter contre le chômage et lutter et promouvoir l'éducation. On ira voir cette mesure 187. Mais allez voir les autres, allez voir ce que l'on dit. Non, mais moi je vais voir celle-là. Écoutez, et on est dans le Victor Hugo. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le syndrome Jean Valjean, quoi. Arrêtez d'être dans la généralisation, la vocifération. On propose quoi? Construire des prisons, augmenter les moyens du budget du ministère de la Justice pour que les gens n'attendent plus 300 jours d'avoir une décision, mais que la décision soit prise en 1 semaine ou 10 jours. C'est la justice, c'est pas la police. Non, mais, ça fait partie intégrante du problème. On propose quoi dans ces conditions? Il faut construire des prisons. Il faut mener, par exemple, l'espace Schengen. Est-ce que, puisqu'on parle de l'immigration, est-ce que oui ou non on sort de l'espace Schengen? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver des marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on fait aussi? Il y a un problème fondamental. Je sais que monsieur l'a dit tout à l'heure, mais quand même, là où il y a les plus forts taux de criminalité, ce sont dans les 30 cités où vous avez des taux de chômage qui sont effarants et des taux de pauvreté effarants. Ça veut dire quoi? C'est pas lié, monsieur. Non, c'est quand même... Bon, non, c'est pas lié. Mais aller proposer à un délinquant de s'inscrire à Pôle emploi pour avoir un travail à 1 200 € par mois, je suis désolé, mais il va éclater de rire. Il va vous traiter de bouffon. C'est-à-dire que travailler 35 heures par semaine pour 1 200 € par mois, c'est ce qu'il fait en une journée. Oui, en ville de Stup, c'est ce qu'il fait en une journée. Mais parce que la loi n'est pas appliquée. Mais parce que la loi sur le trafic de drogue n'est pas appliquée. De toute façon, je vais vous dire, si vous voulez m'entraîner sur l'immigration, parlons de l'immigration. Bon, il y a effectivement, ça a été rappelé, une surreprésentation de jeunes issus de l'immigration qui sont il suffit d'aller, par exemple, aux procédures de flagrant délit ou au tribunal de Bobigny. Voilà, ça, c'est tout à fait exact. Mais dans les quartiers, il y a aussi beaucoup de Français d'origine immigrée qui sont parfaitement intégrés. Et pas seulement dans les quartiers. Vous avez des amis, de la famille, des collègues de travail qui en souffrent. Moi, vous savez, j'ai travaillé auprès de Charles Pasqua. Et Pasqua disait, il avait tout à fait raison, qu'il était celui qui avait fait le plus reculer le racisme parce que justement il s'était opposé à l'immigration clandestine. Parce que justement, ces flux d'immigrés clandestins qui arrivent en permanence, qui font tous les trafics, et pas tous, mais qui font des trafics, qui peuvent faire notamment des crimes, etc., viennent polluer l'image générale de la population. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a aussi des Français d'origine immigrée qui votent pour le Front National, par exemple. Oui, il y en a, oui. Alors,
Et nous avons à l'UPR énormément de Français d'origine étrangère. Donc arrêtez de faire ceci. Il faut en revenir aux fondamentaux que sont l'éducation complètement laissée à l'abandon, les familles, la destruction du milieu familial, le modèle ou l'anti-modèle sociétal proposé aussi par le cinéma, les films, les séries américaines. Parce que moi, je suis désolé, quand j'étais petit, dans les années 60, qu'est-ce qu'on rêvait de quoi? De devenir ingénieur, les chevaliers du ciel, de faire des... Maintenant, c'est quoi ce que l'on propose à la jeunesse? Les films que l'on voit... Et puis d'aller faire des braquages. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Donc c'est l'ensemble d'une évolution encore 2 minutes et après, les sociétaires vont rajouter leur point de génération. Nous aussi, on a regardé Thierry Lafronde et Pizarro, etc. Maintenant, ce que je ne comprends pas, et là où je ne vous suis pas, c'est que vous avez une vision très sociale, j'allais dire socialiste. Non, pas du tout socialiste. Je comprends votre jeu politique. Il consiste à essayer... Il suffit en fait d'ouvrir une école. C'est Victor Hugo, à fond. C'est-à-dire qu'on joue sur l'éducation. Non, parce que finalement, le délinquant, c'est quelqu'un qui est pauvre et qui n'est pas éduqué. Si vous l'éduquez, vous lui donnez un petit peu d'argent, il arrête de braquer des banques. Le problème, il n'est pas là. Une fois de plus, si vous proposez à un délinquant de s'intégrer dans la société, ça ne lui va pas du tout. Le délinquant, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en marge de la société. Il veut parasiter la société. Et je vous dis qu'il faut heureusement que la flicaille, excusez-moi, heureusement que la police est là pour vous protéger tous. Parce que si jamais... Je n'ai pas critiqué la police, c'est lui qui... Ah non, c'est lui, là, on a son nom. J'ai repéré, ça y est. J'assume, quand on voit que la police colle 135 € à quelqu'un qui mange un pain au chocolat ou une chocolatine, genre on ouvre un débat une autre fois. Oui, tout à fait. La délinquance, elle n'est pas du fait de la pauvreté ou du manque d'éducation. Vous savez, il y a des gens qui sont issus de milieux sociaux tout à fait modestes et qui finissent dans la police et qui sont très honnêtes. Tout à l'heure l'avocat, ça fait partie des raisons qu'il y a dedans. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi finalement les propositions que vous dites, en fait? C'est quoi l'objectif final? C'est Asselineau, mais c'est quoi l'objectif final? Ce que je veux dire par là, c'est que votre discours tel que vous l'avez tenu me semble un petit peu en contradiction avec ce que j'ai pu lire dans le programme de 2017. Mais ça, c'est pas du tout pareil. Les contradictions, moi, je veux redonner des marges de manœuvre budgétaires à la France. Je veux que la France soit maître des flux migratoires à l'intérieur du pays. Je veux que la France puisse appliquer ses réseaux... Vous êtes souverainiste. Par exemple, quelqu'un qui est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, on découvre que c'est 45 jours et puis en fait les gens partent après. Il faut que ce soit mis en œuvre. Moi je veux qu'on respecte la loi. Ça veut dire des budgets, mais ça veut dire par exemple, c'est très simple, quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire national, il faut que sortant du tribunal, on lui met un bracelet électronique et au bout de 7 jours, au moment où il quitte la frontière, on lui enlève. On est obligé d'arrêter. Et ça nécessite des moyens financiers. C'est une question de courage plus que d'argent. Non, à propos de courage d'ailleurs, le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. En tant que policier, je suis pas en Non, mais vous avez quand même aussi... Je vous ai dit... c'est un engagement citoyen. Oui, bien sûr. C'est son expertise que j'ai besoin. Oui, mais tout le monde a le droit d'avoir toutes les idées. Non, je crois que tout le monde a bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce qu'il m'attaque quand même sur mon programme. Mais regardons le programme des autres. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il faut avoir des marges de manœuvre budgétaires, il faut redonner du travail à la population. Tant qu'on restera dans l'euro, on va avoir un chômage qui ne va faire qu'augmenter. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, toutes nos marges de manœuvre financières sont siphonnées pour aller donner ça aux pays de l'Est, pour aller donner ça à je ne sais pas qui. Et nous n'avons plus les moyens d'entretenir ni le ministère de l'Intérieur, ni la Défense, ni les routes, etc., ni l'éducation. C'est ça la vérité. Que fait le Front National sur ces questions? Je suis désolé, commissaire, je vais être obligé de vous couper la parole. Vous faites taire la police. Je fais taire la police. Alors, moi, je suis étonné que personne, ni nos invités, contradicteurs invités, n'ait parlé sur la police d'une chose quand même étonnante et qui explique peut-être aussi le climat d'aujourd'hui, c'est que dans les scandales qui sont dénoncés, il y a à part égale l'ensauvagement, la barbarie et les mauvaises méthodes de la police, le racisme de la police, qui dans les médias est mis à égalité avec tout ça. C'est-à-dire que dès qu'un délinquant fait quelque chose, automatiquement on tombe sur la police d'abord avant de tomber sur le délinquant. Sous prétexte que la police ne lui a pas demandé poliment de s'arrêter. Non, et voilà, il y a quand même une chose aussi. L'ensauvagement de la société, elle passe aussi par l'ensauvagement des médias, du vocabulaire et aussi des têtes de Turcs. Et aujourd'hui, les têtes de Turcs... alors, je ne vais pas défendre la flicaille, moi aussi les 135 € que je n'ai pas encore pris pour ne pas mettre un masque comme il le faut et pas supporter cette dictature sanitaire. Je ne vais pas la défendre forcément, mais il y a quand même une chose, c'est que le traitement médiatique de la police
aujourd'hui des policiers est scandaleux. Que ça vienne des États-Unis ou en Philippe, France. la police, elle est aux ordres. Elle est aux ordres d'un État. Oui, c'est et l'État qui prend les les responsabilités. médias sont quand même aux ordres de ceux qui préfèrent défendre les délinquants. De faire ce qu'on leur demande de faire, sont là pour ça. Après, Là, je suis d'accord sur les 135 euros, je suis d'accord avec vous. C'est scandaleux, d'ailleurs tellement scandaleux que j'ai un dessin d'Ignace. Lequel des deux n'est pas un criminel? Celui qui porte le masque n'est pas un criminel. Voilà, c'est celui qui porte le masque qui n'est pas un criminel. Voilà. Vous avez suivi? Oui. Vous ne savez pas? Ignace, Pierre Gentillet n'aime pas du tout ce que vous faites. Non, Pierre, mais allez, un mot sur la sécurité. Non, mais moi, finalement, je me retrouve assez dans le débat que vous avez eu. Je pense aussi que c'est plurifactoriel, il n'y a pas qu'une seule explication à l'insécurité, mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer, et encore une fois, vous parliez je crois, de l'Union européenne, c'est vrai que l'Union européenne y est aussi pour quelque chose, hein. On parlait de l'immigration, c'est vrai que si demain on veut expulser certaines personnes, j'avance pas sur le sujet, on va y arriver parce que mais sur la question de l'insécurité, sortir de l'Union européenne ne réglera pas tout. Si demain vous sortez de l'Union européenne, vous aurez toujours la loi sur le regroupement familial, vous aurez toujours les juges. Et c'est même ça le plus important. Il sera encore plus difficile pour la France de s'extirper de la main des magistrats et de leur ultra-politisation que de sortir de l'Union européenne. On va parler de ça. Pierre Gentillet est au secours des victimes de l'insécurité contre ce fléau, je vais y arriver. La meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure attaque, c'est la défense. Ça vous va celui-là? Ah oui, très bien. Celui-là, ça vous plaît? Ah oui, parce que j'aime beaucoup cette phrase. Marie, allez, mot de la fin. Vous avez entendu ce débat. Moi, de la fin. Non, alors d'abord, moi, l'idée qu'on superpose chômage et délinquance, je trouve ça choquant pour les chômeurs. Je trouve ça choquant pour les personnes qui sont en situation de précarité, parce que c'est un amalgame, puisque l'amalgame est à la mode, qui est absolument insupportable. Ah oui, c'est parce que t'es pauvre, voilà, c'est avant tout, et on parle de moyens, mais on parle de moyens financiers. Ça ne suffit pas, les moyens financiers. Ouvrir des prisons, oui, d'accord. Mais ça, comme vous l'avez dit justement, effectivement, c'est le problème de la justice. En amont, il faut traiter les choses en amont, et c'est pas uniquement l'éducation, c'est pas uniquement ouvrir une école, il y aura les prisons qui se videront. Je pense que là, puisqu'on parle d'ensauvagement, on est plutôt sur le mythe du bon sauvage. Or, il y a une confrontation de culture aussi, qui n'est pas à oublier et qui est aussi à l'origine, entre autres, de la montée de la délinquance. Bien sûr, je suis d'accord aussi là-dessus. Sur cette remarquable intervention de Philippe Ménard. Alors, réglez vos comptes. Moi, je ne suis pour rien. C'est comme ça. Et en plus, regardez ce dessin, Patrick Ivars, contre l'insécurité. J'ai des arguments. Regardez les arguments. Réfléchissez à ce que vous allez dire maintenant. Alors, je trouve que c'est vraiment la justice qui est la première chose à résoudre. Dupond-Moretti dit que le taux de réponse pénale dans notre pays, c'est 90%. Donc là, on a l'impression que la justice fait son travail. Sauf que dans les 90%, il y a le fait, par exemple, de dire que c'est un classement sans suite. Donc un classement sans suite est en fait une réponse pénale. Donc évidemment, moi, en tant que citoyen, le fait qu'on me dise qu'une histoire de casse, d'insulte, les choses atroces que dénonce Marlène Schiappa, et j'aimerais bien que la police soit tout le temps sur les trottoirs pour faire en sorte que les gens qui sifflent les filles soient sévèrement condamnés à la place, au lieu de courir après des voleurs et des assassins qui en fait ne représentent rien dans un monde contemporain. Voilà. Et donc le fait que ce soit classé sans suite, c'est une réponse pénale. C'est cette culture de l'excuse que les juges ont complètement intégrée, qui est absolument dantesque et qu'il faut absolument changer. La manière dont la justice s'est politisée, comme vous le dites, est un pur scandale. Et c'est là, pour le coup, dans les années 50 qu'on a installé ça. Les juges rouges. C'est vous qui avez le mot de la fin. Vous avez entendu ce débat. Oui, je crois que les reproches. Non, mais je crois des consensus. Oui, il y a des consensus. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure là sur la culture, je crois que c'est quand même. J'ai été le seul à en parler. L'éducation, la culture, le contre-modèle permanent que les gens. Vous avez des jeunes dans les cités qui sont. Il y a la famille, il n'y a plus de famille. Ils sont complètement déstructurés, ils sont dans la main des grands frères, et qu'est-ce qu'ils voient tout au long de la journée? Ils voient des films qui leur disent qu'il faut aller faire des casses et tirer dans le tas. Il y a quand même un véritable problème de schizophrénie dans cette société. Donc je dis que, et puis je ne suis pas du tout un bisounours, je comprends très bien les problèmes. Je dis aussi que lorsqu'on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, on s'aperçoit que là où les gens ont le plus peur, c'est dans les cités. Et moi, je vois beaucoup aussi de familles d'origine étrangère qui le disent et qui sont les premières à vouloir plus de fermeté, justement,
permanent sur ces questions. Donc il faut effectivement faire respecter la loi dans tous les domaines. Nous allons proposer bientôt un programme où vous verrez tout ce que nous proposons pour faire respecter la loi. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même le législateur qui doit imposer la loi. Parce que les juges, quand vous allez regarder, c'est facile de taper sur des juges. Il y a effectivement des juges qui peuvent être laxistes. Il y en a aussi, c'est pas vrai. Il y en a aussi qui prennent des mesures. Simplement, c'est comme les policiers. Les policiers, ils sont obligés d'appliquer la loi. Quand on dit qu'il y a des policiers qui ont tapé sur des gilets jaunes, c'est vrai. Moi, je suis le premier choqué. Mais ils ont malheureusement obéi à des ordres. Donc déjà, le problème, c'est de revenir et de mettre à la tête de l'État des gens qui aient la volonté, la détermination d'apporter des solutions. Et d'arrêter aussi de semer des troubles de guerre civile d'un côté, ou au contraire le laxisme général qui nous mène à la guerre civile, avec notamment le développement des milices privées comme on le constate actuellement. C'est parfaitement clair, c'est parfaitement clair. Merci François Asselineau. C'est vrai que quand on fait quelque chose de politiquement incorrect, ou on tient des propos politiquement incorrects, les juges sont particulièrement efficaces. Je suis témoin de cela. On se retrouve pour la suite de nos débats avec François Asselineau, le président de l'UPR sur Bistro Liberté, notre partenaire Terre de France. Voilà, vous pouvez le retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, car les fêtes de fin d'année s'annoncent. À tout de suite. Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Voilà, c'est la rubrique confession, c'est la rubrique la plus importante. On va parler de vous, vous n'allez pas pouvoir parler de l'UPR, vous allez parler de vous. Et pour cela, on a pris des risques incroyables parce qu'on a acheté la voix The Voice, nous aussi, sur TV Liberté. Je vous laisse écouter. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué au cours des derniers mois ? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une pléthore de faits plus extraordinaires les uns que les autres, mais peut-être que si je devais en retenir un, c'est l'affaire Navalny. L'affaire Navalny, parce que d'abord, elle dure. Elle dure. Il y a des rebondissements quasiment tous les jours. Deuxièmement, parce qu'elle me paraît... Navalny, donc c'est cet opposant que l'on présente dans tous les médias français comme le principal opposant de Poutine, alors qu'il fait 1 à 2% dans les instituts de sondage. Donc s'il est le principal opposant de Poutine, moi je suis le principal opposant de Macron, puisque j'ai fait plus de 1% aux dernières élections. Bon. Deuxièmement, on le présente comme un grand démocrate, alors qu'en fait c'est quelqu'un d'extrême droite, qui est adepte de solutions expéditives. Il a fait des vidéos où il propose que vis-à-vis des Tchétchènes, ça se règle à coups de pistolet. Enfin bon, et il a manifesté avec des... Il a le droit. Enfin, on ne le présente pas comme une espèce de summum de la démocratie. Troisièmement, il y a en Russie, contre Poutine, des forces politiques qui sont beaucoup plus puissantes. Le Parti communiste, où il y a, je crois, 2 millions d'adhérents. Il y a également M. Jirinovski, qui est un nationaliste d'extrême droite, qui font des scores nettement plus importants. Il me semble même, d'ailleurs, que pour une élection à Moscou, je crois qu'il y avait des membres du parti de Poutine, Russie Unie, qui lui avait donné des signatures pour qu'il puisse se présenter. Mais surtout, ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on nous ressort l'affaire du Novichok comme pour l'affaire Skripal. Et je trouve, moi, ce qui me fascine, c'est de constater que tous les médias en France, tous les médias, nous servent le même discours. Il a été empoisonné par Poutine. Il a été empoisonné par Poutine. Alors que quand vous commencez à regarder le dossier d'un petit peu plus près, d'abord ce Novichok, il semble que ce soit un truc avec des composés d'une vingtaine de produits, très instable, qui peut exploser, et qui est fait pour tuer en l'espace de quelques instants un régiment entier. Donc ça n'est pas du tout le mode d'application de ce qui est prévu. Là, on se croirait à la cour des Borgia avec une espèce de petite fiole, vous savez. C'est pas du tout ça. Deuxièmement, on nous explique que ce type a été empoisonné donc dans l'aéroport de Tomsk, qui prend l'avion pour Moscou, il est malade, l'avion se pose à Omsk pour qu'il aille à l'hôpital. Là, les médecins le surveillent, puis finalement on dit non, il n'a pas d'empoisonnement. Et à ce moment-là, on apprend qu'un avion affrété par une ONG allemande vient le chercher pour l'emmener à Berlin. Enfin, c'est un conte de fait. Enfin, c'est qui a payé l'avion ? Qui a donné les visas ? Vous savez, on n'entre pas en Russie comme ça. J'y suis allé, vous aussi sans doute. Bon, il faut des visas. Ça veut dire que les Russes ont donné des visas aux pilotes, aux copilotes, aux médecins. C'est un avion, un jet privé médicalisé. Et qui a accepté des plans de vol ? Ça veut donc dire que, venu certainement de très haut, l'ordre a été donné
de permettre à Navalny d'aller se faire soigner en Allemagne. Est-ce que vous croyez vraiment que si vous voulez assassiner un opposant, vous allez utiliser une espèce de vieux rossignol, un poison qui ne marche pas, qui n'a déjà pas marché avec les Skripal, donc pour vérifier, vous reprenez la même fiole. Est-ce que vraiment il ne marche pas? On va essayer. Et puis, ça ne marche pas, tiens, on va l'envoyer aux Allemands pour que les Allemands puissent dire en public que vous êtes un comment dirais-je, un scourgneux que vous avez assassiné. Moi, il y a deux choses qui me fascinent encore. Pas seulement la réaction unanime des médias français, qui ne font pas leur travail. Parce qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'actuellement, l'Allemagne n'a rien présenté. Mais ils ne font pas leur travail sur l'affaire Skripal, qui a quand même été l'événement le plus grave depuis la fin de la guerre froide. Les Américains ont chassé 60 diplomates russes, les Français en avaient chassé 4 ou 5, tous les pays de l'OCDE avaient chassé des diplomates. On ne sait pas où sont les Skripal. Ils sont peut-être sous la table, je ne sais pas, ils ont disparu. Ils étaient en Angleterre, ils ont disparu de la circulation. Et il y a deux, si vous me permettez encore, parce que cette affaire, je la trouve passionnante. Elle est passionnante. Madame Merkel, quand l'affaire a éclaté, a tout de suite dit « ça ne remettra pas en cause le gazoduc Nord Stream 2 qui va livrer du gaz à l'Allemagne, passant par la Suède, et 90% est construit ». Elle a dit ça. Les médias ont ensuite diffusé l'information que Navalny était son invité personnel. Le lendemain, le porte-parole de Mme Merkel a dit « non, ça n'est pas l'invité personnel de Mme Merkel ». Et puis il y a 2 jours, Mme Merkel a dit « c'est vrai qu'il va peut-être falloir remettre en cause Nord Stream 2 ». Ça veut dire qu'il y a eu des pressions. Mais le plus extraordinaire, c'est Trump. Puisque Donald Trump, il y a 4 jours, a dit que lui, il n'avait eu aucune preuve d'empoisonnement, donc allant dans le sens de la Russie. Et puis hier, il a dit, en fait, ça remet en cause Nord Stream 2. Donc moi, ce que j'y vois, c'est qu'il y a certainement des forces qui sont plus fortes que Donald Trump et Merkel. Je rappelle que dans le consortium sur Nord Stream 2, il y a Engie, le français, puis il y a des intérêts allemands, il y a BP, mais en revanche, il n'y a pas d'entreprise américaine du pétrole et des hydrocarbures. Et il y a des forces qui nous empoisonnent. On va passer à l'autre question, il va falloir faire court. Oui, promis. Quel est votre héros dans la fiction? Dans la fiction. Dans la fiction, c'est simple, c'est Astérix. Alors, j'ai peut-être un peu le gabarit d'Obélix. Je ne l'aurais pas dit. Je reconnais, j'ai déjà vu des caricatures où on me représentait en Obélix. Non, c'est Astérix. Astérix, c'est gaulois, c'est le Gaulois qui est ingénieux et qui tient tête à l'Empire, qui veut la servir. C'est très franc. Pourquoi ça a tant de succès encore maintenant auprès de tant de générations? C'est justement parce que c'est l'esprit français, c'est ce que j'essaie de faire. Eh bien, Astérix, comme vous le savez, il arrive à battre les Romains, et puis à la fin de tous les albums, les Gaulois, à la fin, une fois qu'ils ont triomphé des Romains, ils se retapent dessus. Il faut qu'il y ait une petite union nationale, le temps de vaincre l'étranger. Voilà, j'aurais été Cantou, je vous aurais dit, je vous aurais mis en idée fixe, article 50. Mais bon, allez, on poursuit. Et si vous étiez un livre? Plus compliquée celle-ci. Oui, c'est une conclusion compliquée. Ça va me forcer à paraître un peu immodeste. Je prétends pas être ça, mais c'est un travers que disent autour de moi beaucoup de gens. J'ai un peu le vertige de l'encyclopédie. Voilà. C'est-à-dire, je m'intéresse à énormément de choses. Voilà, sur beaucoup de sujets. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas compétent, mais c'est vrai que je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et je me rappelle lorsque j'avais fini mon stage de l'ENA, c'est en 1983, le préfet Lambertin, à son âme, il est décédé, j'étais stagiaire à la préfecture des Alpes-Maritimes, tout le monde avait fait des cadeaux, et il m'avait comparé à Pic de la Mirandole, vous savez, oui, à la Renaissance. Donc ça, c'est un petit peu mon travers, c'est un petit peu quelqu'un qui ramène sa fraise en disant... Mais je crois que ça a quand même un avantage, parce que ce qu'il faut, quand vous prétendez diriger le pays, il faut quand même avoir de la culture générale et de l'érudition. Et moi, je suis effaré de constater que nous avons des dirigeants qui ne connaissent pas même l'histoire de France. Combien de Français, même dans la très haute administration, connaissent par exemple l'histoire de la guerre de 30 ans, qui a abouti au traité de Münster et d'Osnabrück, ce qu'on appelle les traités de Westphalie, qui aboutissent à l'ordre européen d'après la guerre de 30 ans. Qui connaît bien l'histoire de Bismarck? J'ai vu il y a quelques jours Mme Le Pen et M. Macron qui se disputaient pour savoir qui est-ce qui allait fêter le 4 septembre 2020, c'était les 150e anniversaire de la République. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est surtout les 150e anniversaire d'une défaite effrayante.
Et c'est la République, elle était d'ailleurs pas très bien partie, même si elle a été prononcée ce jour-là. Vous savez qu'aux élections de 1871, il y a une majorité monarchiste, et qu'il s'en est fallu d'un cheveu, ici le comte de Chambord avait accepté le drapeau bleu-blanc-rouge, pour que la France redevint une monarchie. La Troisième République, elle s'est installée avec l'amendement Vallon en janvier 1875. Mais je suis à peu près certain que nous avons des dirigeants qui ne le savent pas, et c'est grave. Parce que pourquoi le Second Empire s'est effondré ? Parce que la France s'était petit à petit crue supérieure à tout le monde, s'était progressivement isolée de tous ses voisins pour des motifs différents, l'Angleterre, l'Espagne, etc., l'Italie. Et puis parce que la France Napoléon III avait survalorisé son poids militaire. Regardez ce qui se passe en ce moment en Méditerranée orientale, où vous avez Macron qui est, en fait, la France est complètement isolée au sein de l'Union européenne face à la Turquie, et Macron qui roule des mécaniques et qui entraîne la France. Je ne dis pas que Erdogan a raison, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus malin, c'est Trump, quand il a dit Erdogan est un joueur d'échecs de classe internationale. Alors que Macron, il est allé comme ça, il s'est montré, il a envoyé un mirage, il a envoyé je sais pas quoi. On en est où ? Petit à petit, il se rend compte qu'il est lâché par tout le monde. Donc il faut avoir à la direction de l'État un joueur d'échecs de classe internationale. Voilà, et puis si vous avez une encyclopédia Universalis en 20 tomes, vous savez que vous pouvez, pour Noël, l'envoyer à François Asselineau, on vous donnera l'adresse. Allez, on poursuit. Que chantez-vous sous la douche ? Une réponse courte, là. Je ne chante pas sous la douche. D'accord. D'ailleurs... Vous ne chantez pas. Si, ça peut m'arriver de chanter, mais enfin, en général, on dit que je ne chante pas très juste. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous chantez ? À la fin d'un meeting de l'UPR. À part la Marseillaise, me dites pas. Non, il y a la Marseillaise, mais il y a aussi d'ailleurs la musique de l'UPR. Non, moi je suis assez éclectique, j'aime bien la variété. Alors, je suis un peu comme tout le monde, j'aime bien Johnny Hallyday, j'aime bien aussi des gens comme Paul Naref, voilà, comme Claude François, c'est des gens un petit peu de ma génération. Mais bon, j'aime bien aussi des trucs plus modernes, hein. Je sais pas, des groupes comme Oasis ou comme Cora ou des choses qu'on entend. Ça m'arrive d'entendre à la radio. Vous savez, quand je conduis, j'ai pas de chauffeur, je conduis, j'écoute, il y a des choses qui me plaisent bien. Mais bon, j'aime bien la musique classique et en particulier, j'aime bien la musique baroque, voilà, la musique du XVIe, XVIIe siècle, à partir de l'Orfeo de Monteverdi. Et puis, voilà, il y a des airs que je trouve extraordinaires. Ombra Mai Fu, par exemple, dans le Jersey de Handel, vous connaissez peut-être. C'est un des plus beaux airs. Mais je connais mieux Handel que Pokora, mais vous m'apprendrez. Allez, on poursuit. C'est mon côté encyclo. Oui, c'est ça. Avec qui aimeriez-vous dîner ? Alors, vivant ou pas d'ailleurs. Vivant ou pas, non, mais parlons des vivants, parce que sinon pour dîner, c'est mieux. Pour dîner, c'est préférable. Alors, c'est plus vivant. J'ai beaucoup. Vous savez que j'ai été dans des cabinets ministériels il y a déjà un certain temps. C'est dans les années 90, notamment au cabinet du ministre des Affaires étrangères. J'ai rencontré à cette occasion beaucoup de grands de ce monde. J'ai parfois déjeuné ou dîné avec des gens comme Jean-Paul II, en petit comité. Nelson Mandela, l'empereur du Japon, le roi Sihanouk du Cambodge. Enfin, je pourrais vous en... C'est extrêmement intéressant de rencontrer en chair et en os, parce que vous avez d'un seul coup une personnalité. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, par exemple Jean-Paul II ou Nelson Mandela, ce sont des gens qui m'en ont imposé par leur... Je sais pas, il y avait quelque chose en eux, une force, il y avait quelque chose vraiment très extraordinaire. Il y a des chefs de gouvernement, des chefs d'État, j'en dirais pas autant. Toujours méchant avec Emmanuel Macron. Je le connais, il était de l'inspection. Donc pour vous dire, pour répondre à votre question, moi j'aimerais bien déjeuner avec, ça paraît modeste, mais j'aimerais bien déjeuner ou dîner dans un duo à 3 avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Bon, rien que ça. Bon, et je leur poserai quelques questions bien senties d'ailleurs. Bon, on va essayer de vous organiser ça. On poursuit. Que mangeriez-vous sur la tête d'un pouilleux ? Sur la tête d'un pouilleux. C'est dire que vous aimez cela. Oui. C'est pas gentil pour les pouilleux. C'est un peu... Non. C'est pas très politiquement correct comme question. Non. Bah, ça tombe bien, alors on la garde. Qu'est-ce que je mangerais ? Vous savez, je suis plutôt gourmand. Voilà.
Donc j'aime beaucoup de choses. Mais alors, il paraît que Chirac, quand il avait dit qu'il aimait bien un jour, il avait dit qu'il aimait bien la tête de veau. Après ça, pendant 15 ans, 20 ans, à chaque fois qu'il allait en province, on lui faisait de la tête de veau, il n'en pouvait plus. Pensez que vous allez déjà recevoir l'Encyclopédia Universalis à chaque fois que vous allez venir. Alors, ça fait une voiture. Alors, je vais prendre un truc que je mangerais vraiment. Petit. Parmi beaucoup de choses que je mangerais sans difficulté, des acras de morue antillais avec un petit tiponche. Pas mal. Allez, on poursuit. Bien pimenté. Je veux. Que dira de vous la postérité? Comme vous êtes immodeste. Bah oui, là, je vais pas pouvoir dire ce que dira de moi la postérité. Je sais ce que j'aimerais que la postérité dise de moi, mais ce que dira de moi la postérité, ça, Dieu seul le sait. Non, je dirais, ce que j'aimerais que la postérité dise de moi, c'est que François Asselineau, partant de rien, a réussi à changer le cours des choses. Eh bien, on reste là-dessus. Et on poursuit, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Bistro Liberté avec François Asselineau. « 2022, on enterre l'Europe ou les partisans du Frexit ? En 2022, la question de l'Europe restera au cœur de l'actualité. Alors qu'Emmanuel Macron milite pour une souveraineté européenne plus forte, des voix réclament toujours un Brexit à la française pour libérer le peuple. En 2022, quel choix ? On enterre l'Europe ou les partisans du Frexit ? Bon, là, honnêtement, à ce type de questions, je connais à peu près votre réponse, mais en 2022, est-ce qu'on vous enterre définitivement? Parce qu'on s'aperçoit quand même, 4 ans après le Brexit, on n'y est toujours pas. Les conditions du divorce, semble-t-il, sont inatteignables. Boris Johnson dit s'il y a un no deal, ce ne sera pas une catastrophe pour les Britanniques, et les 27 pays européens qui sont soudés. Disent que non, ça sera catastrophique pour les Britanniques. Donc, qui vivra verra. Maintenant, on arrive quand même à la fin. On arrive quand même à la fin, là. Vous avez vu que Boris Johnson a dit que ça devait être décidé avant le 15 octobre pour que ça ait lieu. Il a toujours dit que le Royaume-Uni sortirait définitivement le 31 décembre. Donc on arrive à la fin, on va voir. Mais on rediscute sur l'Irlande du Nord, on rediscute les termes de l'accord. On n'est pas sorti de l'auberge, si vous me permettez l'expression. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas négociateur, je ne suis pas là pour défendre le Brexit. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on nous avait dit... Si vous ne défendez pas le Brexit, ne nous proposez pas le Frexit, quoi. Non, si. Je veux dire, je ne défends pas la politique de Boris Johnson spécifique. Moi, j'étais pour le Brexit, je reste pour le Brexit. Nous allons voir ce que ça va donner. Il y a déjà quelque chose qui est notable, c'est qu'on avait expliqué aux Français, comme à tous les peuples d'Europe, que s'il n'y avait jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, ce serait une catastrophe épouvantable. Il n'y a pas de catastrophe épouvantable, rien du tout. Moi, je vois dans les commentaires, les gens qui écrivent, il y a encore beaucoup de Français qui pensent on va voir ce qu'on va voir, il faut sanctionner les Britanniques, ça va être terrible. Mais on va voir, vous allez voir, il va y avoir sans doute le no deal, c'est-à-dire pas d'accord, probablement, maintenant on s'oriente vers ça, et puis on va voir. Il n'y a rien de plus éducatif que les faits. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est que, par exemple, vous avez énormément d'entreprises allemandes ou françaises qui ont des intérêts croisés avec les Britanniques. Des entreprises automobiles allemandes qui font faire leurs pièces détachées au Royaume-Uni. Ces entreprises-là, il faut bien qu'elles continuent. Moi, l'autre jour, j'étais dans un hypermarché dans la Nièvre. Et qu'est-ce que je vois au rayon des eaux minérales? Je vois des eaux minérales venant d'Écosse, en bouteilles de verre, d'Islande et de Norvège, à des prix pharaoniques. Et je me dis, mais si ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Norvège et l'Islande, continuent à exporter des choses aussi luxueuses et en fait superflues que de l'eau minérale, vous comprenez bien que ce que pensent les Français, c'est-à-dire les Français croient que si le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et on va empêcher le Royaume-Uni d'exporter, ils se trompent complètement parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Royaume-Uni aura la même situation que la Suisse, que le Canada, que l'Australie. Ça dépend des modalités. Écoutez, de toute façon, les faits vont trancher. Ce que je sais, en tout cas, c'est que la sortie de l'Union européenne va de plus en plus s'imposer
en France, comme dans beaucoup de pays. On a parlé en début de cet entretien, toutes ces questions d'insécurité. On est quand même, je pense, globalement d'accord sur une chose, c'est qu'il y a des moyens financiers qu'il faut mettre, par exemple, pour construire des prisons, pour avoir beaucoup plus de magistrats, pour traiter beaucoup plus rapidement les affaires, pour avoir les forces de l'ordre, etc. Et pour ne pas parler de tout le reste, où trouve-t-on les moyens financiers ? Monsieur Macron, il est très gentil de nous parler de souveraineté européenne, mais vous avez vu, par exemple, ces plans, on a vu d'ailleurs les dizaines et centaines, des milliers de milliards dont on nous avait annoncé la couleur, là, cet été, ils sont où ? Ils sont passés où, simplement ? La France accepte de s'endetter pour des plans financiers délirants qui vont nous coûter 70, 80 milliards d'euros, alors qu'on n'a même pas les moyens d'avoir des commissariats de police qui fonctionnent. Vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, Macron, à mon avis, est complètement déconsidéré, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Vous savez, quand il va... Est-ce que vous vous rendez compte que M. Macron va au Liban en disant qu'il se bat pour la souveraineté pleine et entière du Liban ? J'adore le Liban, mais c'est grand comme deux départements français. Alors, il dit que la France n'a pas la taille pour être un pays souverain, mais il va au Liban pour défendre la souveraineté du Liban. Après, il va en Irak pour défendre la souveraineté de l'Irak. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il ferait mieux de défendre déjà et avant tout la souveraineté et l'indépendance nationale. Vous êtes isolé maintenant sur cette proposition qui est une constante chez vous. Ça, personne ne le remet en cause. D'ailleurs, une constante, c'est la sortie de l'Union européenne, mais de la sortie de la zone euro et de l'OTAN. Il faut être complet dans la proposition que vous faites. Cet isolement, Madame Le Pen n'est plus sur la même longueur d'onde. Monsieur Mélenchon a pu paraître sur la même longueur d'onde. Il ne l'est plus. C'est le bel isolement, et un isolement qui n'est pas non plus un soutien populaire franc, important. Encore que les choses évoluent. Les choses évoluent, mais ce qui est vrai, c'est que d'abord, on a affaire à une presse qui est uniformément. C'est exact. Pour le maintien dans l'Union européenne. Dans tous les domaines. Je vois, on parlait tout à l'heure de l'affaire Navalny, on parle de tous les sujets les uns après les autres. La presse dit la même chose sur tous les sujets. Toute la presse française tape sur Trump. La grande presse. Toute la presse française considère que c'est Poutine qui a empoisonné Navalny. Toute la presse française dit qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Alors qu'au Royaume-Uni, ils avaient le choix. Des grands journaux comme le Daily Telegraph ou des tabloïds avaient milité pour le Brexit. Et vous aviez aussi, je me rappelle, une tribune avec 343 chefs d'entreprise britanniques qui avaient milité pour le Brexit. Mais nous, attendons d'avoir la suite des événements. Voyez ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu des propos divers tout à l'heure sur la question de l'insécurité. Mais quand même, on a maintenant, vous avez vu l'euro qui a un taux de change très important. Nous avons du taux de chômage excessif. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre budgétaire. Macron a essayé de se battre, il n'a pas pu résister. Il va entrer dans l'Union européenne des pays comme l'Albanie, qui sont des foyers justement de trafiquants dans tous les domaines. Peut-être la Macédoine, peut-être un jour le Kosovo, etc. Donc c'est une machine folle qui a échappé en fait à la décision des dirigeants. Et Macron, là-dedans, il ne pèse plus rien. On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis absolument convaincu que les esprits maturent. Je le vois d'ailleurs tout à fait dans le public, quand je me promène quand j'ai créé l'UPR il y a 13 ans et demi, on m'a considéré comme quelqu'un de fou. Les gens disaient on ne peut pas sortir de l'Union européenne. En 2017, les gens découvraient. Il venait d'y avoir le Brexit. Les gens disaient tiens, c'est quand même, on ne peut pas. Mais là, chaque jour qui passe, moi je le vois sur les réseaux sociaux, je vois sur les vidéos que je fais, on fait 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 vues. Il y a de plus en plus de gens qui se disent mais il a raison. Est-ce qu'il a raison, François Asselineau ? Je pose la question à mes sociétaires. Est-ce que c'est lui qui sort en 2022 ou est-ce que c'est l'Europe qu'on enterre ? C'est cette question-là à laquelle je vous demande de répondre. Allez. Le grand problème de l'Europe, c'est pas de savoir si M. Asselineau a raison ou pas avec des arguments qui sont effectivement très, très bien construits. Le drame de l'Europe, c'est tout simplement que chaque jour qui passe, cette Union européenne, moi je préfère parler de l'Union européenne, c'est ce qui existe plutôt que l'idée européenne qui devrait être autre chose. Cette Union européenne ne fonctionne en rien et on l'a vu dernièrement en début d'année, quand au moment de la crise de la pandémie du Covid-19, où l'Europe avait beau dire attention, on ne faut pas fermer les frontières et tout, en 48 heures, chaque pays a décidé seul de fermer toutes les frontières en 48 heures. La santé, c'est pas une prérogative de l'Union européenne. Oui, peut-être, mais enfin, là, c'est à nuancer parce qu'il y a quand même des instructions, des directives, justement, pour harmoniser, par exemple, les masques. Donc, il y a quand même... Et l'Union européenne, qui là aurait pu prendre une position
franche, déterminée et s'est fait totalement est passé totalement à l'as. Chaque pays a pris ses décisions. Et à la sortie du confinement, quand on a parlé effectivement, là l'Europe aurait pu marquer un point en disant les pays sont endettés. C'est ce qu'a fait Macron. D'ailleurs, à ce niveau-là, Macron a été logique avec lui-même. Macron et Merkel ont dit, très bien, allez, 100 milliards, parce qu'il joue avec les milliards de trucs, l'Union européenne va aider tous les pays. Ah, l'Union européenne aurait servi à quelque chose. Et finalement, le tiers des pays, ceux qui, eux, avaient une économie serrée, ont dit niet, on dit non, on n'est pas d'accord, nous, pour donner de l'argent comme ça, à droite et à gauche. Donc, le drame de l'Union européenne, c'est ça, c'est que les gens voient que ça ne fonctionne pas. C'est une immense machine qui n'apporte rien de concret, sinon à tort ou à raison, parce que souvent c'est à tort, et hélas, pas toujours, des prérogatives où on veut interdire le Roquefort en France, ou ce genre de détails qui restent quand même dans les mémoires, et on se dit quand même, l'Europe, de quoi ils viennent se mêler. Le problème, il est là, au niveau de l'Union européenne. Mais maintenant, où là, je le dis, je suis un peu plus pessimiste en 2022 pour M. Asselineau, c'est tout simplement que tous les partis politiques qui pourraient faire des voix et avoir des élus à l'Europe, c'est une telle machine à sous pour eux-mêmes, tous, que je ne vois pas un parti politique arriver en Europe et ensuite détruire l'Europe et perdre leurs députés, leurs sous, leurs choses comme ça. Je ne vous fais pas de procès d'intention, monsieur Asselineau, du tout. C'est un petit peu le petit bout de la lorgnette. À moins que vous soyez du jour au lendemain majoritaire au sein du Parlement européen, peut-être. Non, mais nous on veut sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de députés français au Parlement européen, il n'y aura plus de Parlement européen, où il y aura la France, en tout cas. D'ailleurs, on a prévu que le Parlement européen de Strasbourg, vous savez que les Européens n'en veulent plus, d'ailleurs, on le transformera, on proposera que ce soit l'UNESCO qui est à Paris, qui explose dans ses locaux de la place de Fontenoy, soit transféré là-bas. Mais je voudrais rappeler ici, puisque vous me donnez cette petite tribune, de rappeler quand même fondamentalement que les Français comprennent que nous donnons beaucoup plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Ça, c'est très très important. Et les Britanniques, qui sont des gens qui comptent leurs sous, qui sont malins, l'ont compris bien avant nous, et ils s'en vont. Ça veut dire que depuis le départ des Britanniques, maintenant on va payer 20% du budget de l'Union européenne. Lorsque, par exemple, on a dit c'est formidable, l'Union européenne va s'endetter pour donner de l'argent aux autres, mais il va y avoir des gens qui vont rembourser. Et nous, on va rembourser sans doute 20% de l'endettement de la Commission européenne. Mais la Commission européenne, elle va nous donner quelque chose comme 5%. Donc on se fait arnaquer, passez-moi cette expression. Il n'y a pas d'ailleurs que sur la question. Il n'y a pas d'ailleurs que sur la question de la santé. Regardez ce qui s'est passé en Méditerranée orientale. On nous dit qu'il faut que la France, elle soit dans l'OTAN, elle doit être avec l'Union européenne parce qu'on pèse plus. Mais non, on nous a laissé en rase campagne face à la Turquie. La France se retrouve absolument toute seule à défendre la petite Grèce et Chypre. Et nous n'avons pas les moyens militaires à mettre en face puisque le ministère de la Défense est également acquis comme le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, puisque tout est consacré à cette chimère européenne. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que vous vous rappelez que Mme Merkel et M. Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, que la France a apporté sa diplomatie, que la France a dit que l'axe essentiel de notre diplomatie, ça devait être que l'Allemagne puisse avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. On est presque prêt à partager l'armement nucléaire. Mais là, sur l'affaire turque, Mme Merkel, elle considère qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, que par ailleurs, elle a des intérêts financiers très très importants en Turquie. Hop, elle laisse tomber. Macron, il n'y a plus du tout de couple franco-allemand. Le couple franco-allemand n'existe que dans l'imagination des dirigeants français. Oui. Vous dites que les Anglais sont près de leurs sous. Moi, je croyais que c'était les Écossais et eux, ils veulent rester dans l'Europe. Oui. Allez, Philippe Ménard. Moi, j'espère surtout que le Frexit va avoir lieu, parce que pour tous les excellents arguments que vous avez développés, et parce que effectivement, la France perd de l'argent, la France perd de l'influence, et la France s'échine à prétendre diriger l'Europe ou à être une espèce de chef spirituel de l'Europe, et elle réussit juste à se rendre ridicule dans tous les pays où elle intervient, surtout avec quelqu'un comme Macron, vous l'avez souligné, qui va défendre la souveraineté libanaise, mais est incapable de défendre la souveraineté française. Donc, et je suis persuadé aussi, comme vous sans doute, que les Français n'ont toujours pas digéré 2005 et le vote dont on les a frustrés, et qui, si jamais on leur redonnait la
capacité de décider, serait parfaitement capable de repartir de l'Europe. Alors, Philippe Ménard pour le Frexit et pour le Républixit. Hein, voilà, ça c'est pour ceux qui comprendront et regarderont la petite fleur de lys qui doit être par ici. Voilà la petite fleur de lys. Philippe Randa d'Euroliberté, confronté au roi du Frexit, ça va frixter. Voilà, donc Pierre Gentillet, vous aimez toujours pas les dessins d'Ignace? Je l'ai connu plus inspiré, mais cela étant... Mon pauvre vieux, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais j'aime bien. Alors, allons-y Pierre, allons-y, votre point de vue. On revient sérieux sur un sujet qui est très sérieux. Bien sûr. Frexit ou l'Europe qui gagne? Ah oui, effectivement, mis comme ça. Déjà, le sujet est mal posé, parce qu'encore une fois, je n'aime pas qu'on confonde l'Europe et l'Union européenne. Je pense que les deux, en réalité, s'opposent bien plus qu'on ne le croit. À mon avis, l'Union européenne est sans doute l'institution qui a le plus fait détester l'Europe et l'idée européenne, si on veut la nommer, depuis ces dernières années. C'est une machine antidémocratique, c'est ça aussi le principal problème. Je veux dire, les gens qui nous dirigent sont des gens qui ne sont pas élus, des gens qui sont nommés par les chefs d'État, je parle des commissaires européens. Évidemment, c'est un énorme problème. Rajoutons à cela effectivement le fait que certains pays sont plus favorisés que d'autres sur les budgets, que nous y perdons de l'argent, bien sûr. Tout ça c'est vrai, qu'il y a une super construction juridique qui s'impose à nous par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, par les directives qui sont applicables dans le droit français. Bien sûr, ça c'est vrai. Mais le sujet, si vous voulez, c'est que l'Europe, c'est pas que ça. Enfin, justement, Europe, Union européenne, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il préexiste une civilisation européenne qui a plusieurs milliers d'années. Et je ne comprendrais pas surtout dans la période qu'on vit, qui est une période de mondialisation, de grands ensembles, de regroupements, de très grandes puissances. On n'a jamais vu d'aussi grandes puissances dans l'histoire de l'humanité, comme les États-Unis, comme la Chine, etc. Je ne comprendrais pas que, je ne veux pas un super système juridique supranational, mais qu'on ne maintienne pas une zone de préférence économique, une zone de préférence civilisationnelle, culturelle. Je veux dire, nous avons un patrimoine commun et les Français se sentent européens. Vous demandez à un Français où est-ce qu'il va en vacances, très souvent, ils vont dans l'Union européenne. Vous demandez des capitales qui leur parlent, ils vous citeront Rome, ils vous citeront, alors souvent bien plus, c'est vrai, des pays latins, mais ils vont vous citer davantage des pays européens qui leur parlent et qui leur ressemblent. Donc il existe une civilisation européenne. Et il ne faudrait pas qu'en détruisant l'Union européenne, et je souhaite effectivement qu'on vienne à bout de cette machine antidémocratique, mais il ne faudrait pas qu'on détruise l'idée européenne. Message reçu, on va revenir là-dessus d'ailleurs, je suis sur Marie. Justement, alors l'Europe, on nous l'a fait manger du matin jusqu'au soir, et quand on n'en veut pas, on la resserre le lendemain. Donc effectivement, l'Europe, maintenant, c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on a l'impression que si on est anti-européen, on est un ennemi de la civilisation européenne, ce qui est absolument faux, puisqu'il ne faut pas confondre les deux. L'Union européenne, c'est un méga supra-État qui s'est constitué au-dessus des souverainetés nationales. Quand j'entends Emmanuel Macron, entre autres, mais parler de souveraineté européenne et d'avoir l'audace, en plus, de juxtaposer à côté souveraineté nationale et européenne, c'est absolument aberrant parce que c'est impossible. La souveraineté, elle ne se divise pas. Elle est comme la République, une et indivisible. Donc on ne peut pas avoir de souveraineté européenne, c'est absolument faux. C'est manipuler les gens avec des mots qui sont creux. On sait que Macron est spécialiste de ça. Un coup, il voit la culture, un coup, il ne la voit pas. Bon, donc on nous fait, mais on nous gave comme des oies avec l'Union européenne. Marie Pinsard, très eurosceptique, regardant l'Union européenne, ce monsieur n'a rien à voir avec notre histoire. C'est presque une réponse à Pierre Gentillet et presque une réponse d'Ignace à Pierre Gentillet. Voilà, il n'a pas été gentil avec Ignace. Allez, on poursuit avec notre expert. Cette place est restée vide à côté de vous. On va faire autrement qu'un policier pour mettre une personnalité à vos côtés. Je fais faire appel à Michel Geoffroy. Bonsoir Michel Geoffroy, merci d'avoir attendu pour participer comme contre-expert à ce débat. Vous êtes, comme François Asselineau, vous êtes énarque. J'ai 2 énarques sur 7, c'est un bon chiffre, restez avec nous quand même. Et vous êtes aussi ancien haut fonctionnaire,
comme François Asselineau. Moralité, voilà, moralité, c'est un débat entre gens forcément courtois et amis, et des amicales, fraternelles, et vous êtes contributeur à la Fondation Polémia et auteur d'un livre important que vous êtes venu présenter avec succès d'ailleurs sur TV Liberté, La Nouvelle Guerre des Mondes, 4e guerre mondiale qui est en cours. Et dans cet ouvrage, ce qui avait retenu mon attention quand je vous ai interrogé lors de l'émission Zoom, c'est que vous dénonciez en fait une forme de souverainisme nostalgique qui ne répondait pas correctement qui n'apportait pas la bonne réponse à l'européisme. Et dans le souverainisme nostalgique, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était peut-être François Asselineau que vous visiez. Moralité, je vous ai invité pour dire si c'est le cas ou pas. C'est tout le monde que je vise, mais il n'y a pas que François Asselineau. Moi, disons que vous avez compris dedans, hein. Je ne partage pas complètement le diagnostic. J'étais frappé tout à l'heure, vous parliez, l'Europe, c'est le verrou. C'est le verrou qu'il faut faire sauter. Je crois qu'on l'a d'ailleurs un peu évoqué. Moi, quand je regarde les maux dont la société française est affligée aujourd'hui, je pense que l'Europe n'est pas toujours le principal responsable. C'est pas l'Europe qui est responsable de l'effondrement du système d'enseignement en France. C'est pas l'Europe qui est responsable du bac pour tous. C'est pas l'Europe qui est responsable du fait que depuis 1974, nos gouvernants n'aient pas été capables de présenter des budgets en équilibre, n'aient pas été capables de réformer le millefeuille français. C'est pas la faute de l'Union européenne si on croule sous les législations liberticides. C'est pas l'Europe qui a fait voter la loi Avia. C'est pas l'Europe qui a fait voter la PMA pour tous. Bref, je pense que autant je partage ce qui a été dit sur le fait que l'Union européenne aujourd'hui est insatisfaisante et qu'elle ne répond plus au monde dans lequel nous sommes entrés. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie d'expliquer dans mon essai. Mais je pense qu'on ne peut pas, sans tromper un peu, changer un peu la vérité, on ne peut pas accuser l'Europe d'être la source de tous nos maux, et parce que c'est là donc d'où, à mon sens, la logique d'une sortie de l'Europe ne résoudra pas forcément tous les problèmes, ça ne résoudra pas les problèmes de la magistrature, etc. etc. Ça, c'est ma première analyse. Mon deuxième point de vue, si je puis dire, alors nous en avons un peu parlé à propos de l'immigration. Moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de souverainistes parlent de la souveraineté, c'est vrai, mais ils parlent beaucoup moins de l'identité. Or, je pense que la souveraineté sans l'identité, aujourd'hui, c'est un leurre. C'est ce que disait Solzhenitsyn, qui disait « un peuple, il peut perdre sa liberté, il peut perdre sa souveraineté, ça, c'est les aléas politiques. Mais s'il conserve son identité, il continuera d'exister et il aura une chance d'être libre un jour. » Les Polonais, par exemple. Oui, ou même les Russes. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Bon, bref. Donc là, il me semble que la souveraineté doit impérativement, pour être crédible, traiter les questions d'identité qui sont aujourd'hui importantes. D'ailleurs, quand on regarde ce à quoi pensent nos concitoyens, fondamentalement, ces sujets deviennent importants. C'est l'immigration, c'est la problématique de l'islamisation. Bon, je veux dire, ça, il faut le traiter. Et c'est pas la sortie de l'Union européenne en elle-même qui le traitera. Je veux dire, à la limite, on pourrait dire une république islamique, elle serait souveraine si elle sortait de l'Europe, en France. Bon, je veux dire, donc voilà. Dernier point, et là, c'est effectivement ce que j'ai essayé de développer dans ce petit essai. Je pense que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde, comme on dit, polycentrique, bref, un monde qui est marqué par des grandes puissances, des grands espaces culturels, des grandes puissances. Et dans ce monde, je pense que les Européens doivent jouer collectif, ils doivent faire bloc. Je dois dire que penser que nous pourrions, nous, la France, quel que soit son passé, son histoire, quelle que soit la francophonie, comme vous l'évoquez, soit en mesure toute seule de résister aux grandes entreprises mondiales qui sont aujourd'hui plus fortes et plus puissantes que les États, que bien des États, soit capable de résister à la poussée chinoise, je pense que c'est une illusion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même la surpuissance américaine, elle n'est pas capable. Aujourd'hui, elle est de moins en moins capable d'imposer son impérium. Et on voudrait que nous, en sortant de l'Union européenne, nous soyons capables. Donc je pense que c'est ça qui me gêne, moi, personnellement, le plus. Donc, je veux dire, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle le souverainisme nostalgique. La vraie souveraineté qui devrait être devant nous,
alors je vais peut-être faire bondir des participants, c'est la souveraineté de l'Europe en tant que civilisation. Enfin, comme vous l'avez dit, moi c'est ça qui me paraît important. Nous avons besoin d'être souverains, d'être maîtres de nous-mêmes, et pour ça il faut que nous soyons puissants. Donc il faut pas sortir de l'Europe, parce que sortir de l'Union européenne, parce que si on veut diriger quelque chose, il faut pas quitter le volant. Et donc je pense que le défi de l'Europe aujourd'hui, pour répondre à la question de Martial Bild, donc 2022, c'est de trouver, alors peut-être pas d'ici 2022, parce que je pense que ça sera long et difficile, mais c'est de trouver un équilibre entre la nécessaire unité, parce qu'il n'y a pas de puissance sans unité. D'ailleurs, les grandes nations aujourd'hui dans le monde, c'est des grandes fédérations, c'est des grands appareils politiques. Il faut trouver ça, il faut trouver l'équilibre entre ça et puis le respect de ce qui fait notre richesse. Vous avez entendu Michel Geoffroy, ça a le mérite de la clarté, c'est en 3 points. Donc, c'est un plan. C'est un plan d'énarchie. Mais non. Non, c'est Sciences Po. J'ai écouté avec intérêt, c'est présenté avec brio et conviction, mais ce sont des arguments que j'ai écoutés, que j'ai entendus depuis un nombre de fois incalculable. J'ai quand même envie de répondre déjà par un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Parce que ça fait quand même, maintenant, bientôt, ça fait 63 ans, le traité de Rome. 63 ans qu'on nous explique que ça marche pas, mais que ça va mieux marcher à condition qu'on applique bien les choses. Ça ressemble absolument comme 2 gouttes d'eau à une autre construction qu'on a connue, qui s'appelait la construction du socialisme. Ça ne marchait pas, c'était pas de la faute du socialisme, c'est parce que c'était mal interprété, et plus de socialisme permettrait d'y arriver. Puis au bout de 74 ans, de 1917 à 1991, d'un seul coup, on dit ben non, on s'est trompé, on ferme les... Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, la Russie a retrouvé son identité qu'elle avait perdue avec la construction. Parce que la construction européenne est en train de détruire l'identité française et de détruire l'identité des pays d'Europe. Parce que moi, je vois parfois des universitaires, je connais des professeurs au Collège de France, des gens comme ça, qui disent mais enfin, l'Europe, c'est Goethe, c'est Dante, c'est Byron, c'est Cervantes. Je dis non, pas du tout. La construction européenne, c'est pas du tout ça. La construction européenne, c'est Michael Jackson, c'est les séries B américaines. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait l'identité française est en train d'être... Allez regarder les programmes de TF1. C'est pas pour rien que je suis le seul candidat à proposer d'ailleurs la renationalisation de TF1. 80% des programmes télévisés, c'est des séries américaines. Par ailleurs, on me dit toujours, c'est mieux quand on est unis, mais on n'est pas unis. Ouais. On n'est pas unis. On ne stipule pas pour autrui. Vous aurez beau dire que c'est formidable, mais les Polonais voient l'Europe à la sauce polonaise, les Bulgares à la sauce bulgare, les Grecs à la sauce grecque et les Allemands à la sauce allemande. Lorsque M. Macron dit on va maintenant faire l'Europe de la santé, on va tous ensemble faire l'Europe de la santé, on va faire des vaccins, tout le monde dit ah voilà à quoi sert l'Europe. Sauf que 3 mois après, on apprend qu'une entreprise allemande qui s'appelle Biotech, est en train de faire un vaccin avec une entreprise chinoise. Et d'ailleurs, les Français font pareil. Vous savez, j'avais accompagné Jacques Chirac à Pékin. C'était en 1996. On est reçu à Tiananmen, c'est dans la cité interdite, la partie réservée aux dirigeants. Et il s'était passé, il y avait eu des drames puisque la France avait vendu sous Mitterrand des frégates à Taïwan. Et donc le président chinois, qui à l'époque était le président... le président chinois, qui à l'époque était le président Jiang Zemin, dit « Je suis heureux de recevoir le président de la République française ». Et M. Chirac répond « Je suis heureux d'être reçu par vous, Monsieur le Président de la République ». Et le président de la République populaire de Chine lui dit « Nous voulons faire un partenariat stratégique avec vous ». Et Chirac lui répond « Non, mais nous, de toute façon, c'est terminé. » Enfin, je schématise. Nous, maintenant, on va bientôt avoir une monnaie européenne. On est en 1996. C'est il y a 24 ans. L'Europe est en train d'apparaître comme une grande puissance. C'est ça qu'il dit. Et nous faisons tout avec l'Allemagne. C'est ça notre stratégie. Non, mais c'était Chirac. Non, attendez, non. Le président chinois dit « Très bien, je vous écoute, monsieur le président de la République française ». Et à ce moment-là, Chirac commence à vouloir lui vendre 4 Airbus de plus que ce qui était prévu dans le Memorandum of Understanding. Le Chinois était effondré de constater qu'en fait, il pensait avoir affaire au successeur de Charles de Gaulle, et il avait affaire à un voyageur représentant Placier qui se battait pour vendre 4 Airbus supplémentaires.
Et puis après, donc, Jiang Zemin dit non, voilà, on en achètera 24, pas 28, voilà, on ne finit pas un repas en une seule bouchée, c'était l'expression chinoise. Et après ça, il dit, je vous en prie, Monsieur le Président de la République française, est-ce que vous avez un autre sujet à aborder ? Et Chirac dit, oui, je voudrais maintenant parler du TGV entre Pékin et Shanghai. Nous avons une offre française formidable, Alstom, ici et ça. Et à ce moment-là, le président de la République populaire de Chine lui dit, Monsieur le Président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que vous m'avez dit. Si je peux vous aider. C'était vraiment un entretien, un tout petit cercle. Le président chinois lui dit, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de bâtir une puissance avec l'Allemagne. Mais je recevais dans le siège où vous êtes assis, voici 3 semaines, Son Excellence, M. Gerhard Schröder, qui à l'époque était le prédécesseur de Mme Merkel, chancelier, qui me disait tout le bien que je devais penser de l'ICE de chez Siemens, le train rapide, qui était beaucoup mieux que le TGV français. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Et puis Chirac, il a regardé ses chaussures. Il dit oui, l'union est un combat. Mais ça, c'était il y a 24 ans, c'est toujours pareil. Parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle dans les entreprises une affectio societatis. Les Français, ils ont leur propre géopolitique, leurs propres intérêts géographiques, culturels, linguistiques. Je suis désolé, mais la France, elle a des intérêts fondamentaux au Canada, en Afrique, à Madagascar, au Vietnam, que les Allemands n'ont pas. Les Allemands, eux, regardent vers le monde turcophone, vers les pays de l'Est. L'Angleterre, qui a pris ses clics et ses claques, elle a un pays mondial. Il faut arrêter de penser que la France est tout petit. Parce que quand vous dites aux gens que vous êtes tout petit, vous induisez en fait une espèce de rétraction sur soi, d'autophobie. Les Français sont d'abord et avant tout victimes d'autophobie. Allez à Singapour, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France, c'est un des pays d'Asie qui est la plus forte croissance sur un niveau de vie supérieur à nous. Et c'est un pays qui compte sur la scène diplomatique régionale. De même que le Gabon compte sur la scène diplomatique africaine. Donc c'est d'abord et avant tout une volonté et une histoire et un rayonnement. Et la France est autre chose que de se dire je vais fusionner avec la Lituanie, l'Estonie, parce que sinon demain je ne serai plus rien. Mais c'est pas ça. Vous avez raison. C'est effectivement une question de volonté. Moi, mais vous ne pouvez pas décider pour les autres. Mais non, mais ce qui me frappe, c'est que vous tenez un discours qui est on ne peut rien faire en Europe. On peut rien faire. C'est un discours, c'est le discours de toutes les élites aujourd'hui qui disent on n'y arrive pas, on ne sait pas, on ne peut pas, non, mais etc. Ça nous coûte des sommes folles. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte des sommes que l'on engloutit là-dedans ? Oui, enfin, je pense qu'on dépense aussi des sommes folles en France pour des tas de choses inutiles. Bon, je veux dire, il n'y a pas, enfin, je veux dire, là aussi. Alors, on va prendre les choses d'une autre façon. Alors, donnez-moi un exemple. Prenons un exemple, la politique de la ville, l'argent qu'on a dépensé, on a dépensé 90 milliards dans la politique de la ville, un exemple qui ne sert à rien. D'un succès industriel dû à l'Union européenne depuis 63 ans. C'est un piège. Non, oui, je pense que c'est un piège. Oui, je crois avoir compris. On va me dire, mais non, justement, Ariane, c'est une coopération interétatique. Mais avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Parce que nous sommes pour la coopération internationale, oui, bien sûr. Comme le Concorde, comme la coopération franco-chinoise sur les usines nucléaires. Pourquoi voulez-vous que la France soit fermée ? Au contraire, la France, est-ce qu'elle était fermée sous Vincent Auriol, sous René Coty, attendez, nous ne sommes plus elle n'était pas fermée. Attendez, voyez, nous ne sommes plus au temps de Vincent Auriol. Je veux dire, c'est fini tout ça. Je veux dire, on est au XXIe siècle. Non, mais c'était bien, effectivement, c'était bien de ce temps-là. Mais alors, est-ce que la France pèse plus aujourd'hui dans le monde que sous Charles de Gaulle ? Non, bien sûr que non. Donc ça veut dire... Mais c'est pas lié à l'Union européenne. C'est terminé. C'est pas forcément lié à l'Union européenne. Mais dans tous les domaines... C'est lié à nos élites qui sont nulles, qui n'ont rien fait, qui baissent les bras sur tout. Mais si c'était vrai, les autres pays d'Europe devraient se porter merveilleusement bien. Tous les pays de l'Union européenne, sans exception, se portent mal. Écoutez, c'est pas seulement les énarques, parce que des énarques, vous n'en avez pas en Lituanie, vous n'en avez pas au Portugal. Ce n'est pas uniquement le fait de la politique de la ville en France, parce que dans tous les pays, tout le monde porte sa croix. Il y a un pays qui s'en sort, quelques pays qui s'en sortent un petit peu mieux. Ce sont ceux qui bénéficient de l'euro, dont le taux de change vis-à-vis du dollar est inférieur à ce que serait leur monnaie nationale, compte tenu de leur compétitivité
intrinsèque. L'Allemagne bénéficie d'un euro qui est beaucoup trop bon marché par rapport à sa compétitivité. Résultat, il dégage des excédents commerciaux et des excédents de balance des paiements qui les renforcent constamment, alors que l'Allemagne, par ce billet, est en train de réussir ce que Hitler n'avait pas réussi à faire, détruire toute l'industrie des pays du Sud. Ah, ça s'appelle le soin Godwin. Non, mais moi, ce qui me frappe, par exemple, vous avez critiqué à juste titre le plan européen, le fait que la Commission européenne va emprunter sur les marchés. Vous avez dit la France a tout cédé. Et vous avez dit il y a d'autres pays européens qui s'en sont beaucoup mieux sortis. Vous avez cité, je crois de mémoire, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas. Bon, bref. Alors, si vous dites ça, ça veut donc dire que l'Union européenne n'est pas forcément le carcan que vous nous présentez en permanence, puisque d'autres pays ont l'air de mieux s'en sortir que nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense que nos dirigeants, nos élites, ont tout abandonné sur des tas de sujets. Parce que c'est facile d'abandonner. Hein, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que d'essayer de remonter. Alors, vous évoquez toujours l'idée, la France... On va conclure, hein, donc allez-y. Pardon. Allez-y, Je vais conclure, mais... Couper, parce que vous êtes expert. Je pense, moi, que la politique, ça consiste à rendre possible ce qui est souhaitable. Ça ne consiste pas à faire ce qui est facile. Bon, après tout, tiens, en 1429, tout le monde disait qu'on ne pouvait rien faire vis-à-vis des Anglais. On n'y arrivait pas, quoi. On ne pouvait pas faire partir les Anglais. Bon, il y a une bergère de 17 ans qui a réussi à les faire partir. Oui, qui s'est fondée sur le sentiment de l'unité nationale et du sentiment mais ça veut dire, national. elle s'est aussi fondée sur le fait qu'un volontarisme, éventuellement aidé par la Providence, peu importe, est capable de faire des choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question d'une Europe qui réponde un peu à l'état du monde. Et je ne suis pas certain que le repli sur soi... Je vous redonne la parole. Je coupe la parole. J'arrête. Jeanne, au secours. Bah oui, private joke encore. Allez, vous disiez qu'il n'y a pas d'unité. Oui, juste pour rebondir, et je vous pose une question, M. Asselineau. Vous disiez qu'il n'y a pas d'unité, qu'il faut une unité nationale, mais encore une fois, désolé, vous ne répondez pas à la question. Indépendamment des questions juridiques, économiques, etc., il existe un sentiment civilisationnel européen, et je ne comprends pas que vous ne le preniez pas en compte. D'abord, c'est faux. Je mets au défi, vous prenez des gens dans la rue, de me donnez-moi les 27 pays membres de l'Union européenne, vous n'aurez pas 1% de bonne réponse. D'accord, donnez-moi 20 pays d'Afrique, on demande à un Français dans la rue. De quoi ? Ben, c'est pareil. Non, mais attendez, vous avez 27 pays de l'Union européenne, c'est idiot comme comparaison. Je suis désolé, si vous allez au Québec, si vous allez au Vietnam, peut-être moins le Vietnam, si vous allez en Tunisie, vous aurez des gens en Tunisie, tout le monde regarde, c'est pas forcément ce qu'ils font de mieux, la télévision française, tout le monde parle français, il y a des échanges économiques, universitaires, familiaux, touristiques. On n'a pas une culture commune, on n'a pas une gastronomie commune, on n'a pas des arts communs. Avec les Royaumes-Unis et les Lettons, non. D'accord, mais là vous me citez juste les Lettons, mais par exemple avec les Polonais, avec les Russes, avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Grecs. D'abord, les Russes ne sont pas dans l'Union européenne. Je parle de la partie européenne. Oui, mais je vous parle de l'Europe, vous me parlez de l'Union européenne. Ils n'ont pas vocation à y entrer. Oui, ils n'ont pas vocation à y entrer. La construction européenne, en fait, c'est un glacis géopolitique américain qui est le décalque de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et de toute façon, au sein de l'Union européenne, vous avez les pays qui ont été formés par l'Empire romain, les pays catholiques, vous en avez qui ont basculé dans le protestantisme, vous avez ceux qui ont été colonisés par l'Empire ottoman, vous avez ceux qui ont été les pays nordiques, vous avez des Europes, vous n'avez pas une civilisation européenne, vous avez des civilisations en Europe. Et de toute façon, pourquoi faudrait-il se fusionner, à supposer même qu'on ait une civilisation, pourquoi faudrait-il fusionner ? Oui, parce qu'à la France aussi, il n'y a pas qu'une France, il y a une France du Nord, il y a une France latine, il y a une France franque. Ce raisonnement, il est déclinable à l'infini. Bon, écoutez, on va... ce qui manque, je vais faire une prescription médicale. Vous devriez essayer d'entrer un jour dans un cabinet ministériel, accompagner votre ministre à Bruxelles et avoir assisté à une réunion pendant une journée des 27 chefs d'État et de gouvernement ou de 27 ministres qui traitent des sujets. Et une fois que vous aurez ça, vous serez vacciné à tout jamais. Allez, Michel Geoffroy pour une Europe forte et identitaire. Et puis en regardant l'Union européenne, et celle-là, elle est molle et apatride. Molle et apatride. Voilà, Michel Geoffroy,
l'auteur de La Nouvelle Guerre des mondes, c'est aux éditions Via Romana, et je vous conseille de le lire. Je vous conseille de le lire aussi, bien évidemment, même si vous ne serez peut-être pas d'accord, mais c'est sur les dernières pages. Tout le reste, je pense, vous serez, je pense que ça sera compatible. Et puis sinon, lors des réunions d'anciens, vous en parlerez. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Bien sûr, merci à vous, François Asselineau, de vous être prêté à cet exercice avec des nouveautés, l'arrivée d'experts pour pouvoir bien apporter une répartie supplémentaire. Je remercie bien évidemment Pierre, Marie, Philippe d'être venus. Merci au public. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Qu'il faut remercier les techniciens. Il faut dire que Marie veut dire un mot comme ça d'un seul coup. Non, pas d'un seul coup, je trépigne un peu. Non, plusieurs choses, mais non, je voulais juste dire, la France ne se résume pas à l'Hexagone, parce que l'Europe prend son Hexagone, on est présent quand même sur 5 continents. Et oui, mais bien sûr, mais ça compte pour ce qu'on appelle l'Union européenne. Voilà, c'est tout. On rouvre le débat. Allez, sinon, c'est parti. je tiens à remercier le public, je remercie. Allez, il me restait à remercier les techniciens, Ignace, notre dessinateur, et je vous donne rendez-vous. Et dans 2 semaines, ce sera exactement dans 2 semaines que nous nous retrouverons avec un invité de qualité, comme il se doit, sur Bistro Liberté. À bientôt. Merci.